Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le 7e numéro de No Code Talks. Donc, je suis votre hôte Pierre Simonin, freelance No Code, membre de No Code France, l'association de la communauté francophone des acteurs du No Code. Cette émission, comme tous les mois, est en direct sur le Twitch No Code France, donc tous les premiers mercredis du mois. Et pour aujourd'hui, en direct sur LinkedIn également. Vous pouvez trouver le replay en podcast sous le nom No Code Talks avec Pierre Simonin ou sur ma chaîne YouTube Pierre Simonin No Code. Pour les personnes qui ne connaissent pas le no-code, alors c'est à la fois un ensemble d'outils et un mouvement qui vise à développer des outils ou des applications sans avoir besoin d'écrire de lignes de code informatique. Le mouvement a démarré il y a quelques années, même s'il vient de beaucoup plus loin, et en France, c'est surtout le premier confinement en 2020 qui l'a vu exploser. En quelques années, le marché, les outils ont connu des développements fulgurants à tel point qu'on peut se demander mais où ça nous emmène tout ça? Pour y voir un peu plus clair et réfléchir au sujet de l'avenir du no-code, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alexis Kovalenko. Alors, on ne présente plus Alexis, hein, mais une piqûre de rappel ne fait pas de mal. Développeur de formation, il commence à des postes techniques avant de prendre le virage de l'entrepreneuriat et du freelancing. Puis, en 2015, il rejoint Simplon.co, qui est un des leaders de la formation solidaire au développement web, pour créer une agence de développement interne. En 2019, il lance Contournement avec Erwan Kézard, cofondateur de Simplon, ils se sont rencontrés là-bas. Le but de Contournement, c'est de faire former les personnes et les entreprises aux outils no-code. Contournement deviendra un pionnier du mouvement no-code en France, mais Alexis, évidemment, ne s'arrêtera pas là, puisque vous le connaissez également comme le fondateur de No-Code France, l'animateur du podcast Contournement, ou encore de la matinale des Ops, tous les mardis matins sur Twitch. Pour beaucoup parmi nous, dans la communauté no-code francophone, c'est un mentor, c'est un ami, c'est un modèle, et qui frappe les esprits autant par la pertinence de son analyse que par sa discrétion et sa modestie. Bienvenue Alex. Salut, bah écoute, merci beaucoup pour cette introduction, ça fait très plaisir. Ça me fait rougir un petit peu, effectivement. Tout le plaisir est pour nous, et je t'ai mis hors écran pour qu'on ne te voit pas rougir. Exactement. Pendant que je J'ai dis tout une ça. lumière bien forte. Bonjour Carole, Martial, El Razanix et toutes les personnes qui nous suivent. Alors on est ensemble pour une grosse heure pour échanger autour de cette question. Quel avenir pour le no-code? C'est vrai que ces 12 derniers mois ont été assez riches en événements. Toi, quel est l'événement que tu as envie de retenir de cette saison 2022-2023? Et bah écoute, franchement, ça a été une année quand même assez riche à plein de niveaux. Je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on va revenir. Je suis obligé, je pense quand même, de parler. En plus, là, je me suis pas mal plongé là-dedans. Je suis obligé forcément de parler de l'IA. En plus, c'est arrivé vraiment à la fin de l'année dernière. Ça a été la jonction. Moi, j'ai passé pas mal de temps à découvrir ChatGPT, Midjourney, etc. pendant les vacances de Noël. Donc, tu vois, ça fait vraiment un tournant un peu pendant l'année. Et puis, toute l'année 2023 a été, et notamment dans le monde du no-code, hein, évidemment, a été impactée par ce tournant qui a été pris. Donc forcément, ouais, pour moi, c'est ça, c'est un événement un peu majeur, c'est un petit peu commun, je pense que pas mal de gens vont partager ça. Mais ouais, je pense vraiment que l'année, s'il n'y avait pas eu ça, ce début d'année aurait été assez différent au niveau des outils no-code. Je pense qu'il y aurait eu des actus, il y aurait eu des fonctionnalités, il y aurait pas mal de choses qui auraient été développées différemment peut-être. Donc voilà, on ne pourra pas savoir, hein, mais c'est... C'est vrai qu'on a senti une frénésie au premier trimestre des éditeurs qui se sont tous dit il faut qu'on sorte des fonctionnalités, il faut qu'on annonce quelque chose autour de l'IA. Là, c'est en train de vraiment prendre. Il y en a qui réfléchissaient sûrement depuis quelques années et d'autres qui, je pense, ont pris vraiment le train en marche. Effectivement, un gros sujet sur lequel on reviendra. Moi, le gros événement, l'événement marquant de cette année, ça a été le changement de pricing de Bubble annoncé en avril. On y reviendra, je ne vais pas refaire le film, mais pour moi, ça a été un événement important. Bon, déjà, évidemment, parce que je suis bubbler, mais aussi parce que ça a révélé un certain nombre de choses et ça a posé, de manière parfois crue, un certain nombre de questions qu'il est nécessaire, voire urgent de se poser en tant que communauté no-code. Et voilà, je pense que c'est un événement charnière, évidemment plus pour les bubblers que pour les autres, mais c'est un événement dont on peut tirer déjà un certain nombre de leçons. Donc, bon, l'événement, enfin l'année, on disait, a été riche en événements et
on en parlait juste avant de prendre l'antenne. Il y a eu comme événement physique le No Code Summit, qui a été un moment phare où on a rencontré beaucoup de personnes de la communauté. La prochaine édition est en octobre prochain. Il y a eu d'autres moments de communion, on va dire le Web Today également. Exactement, ouais. C'est vrai que j'aurais pu dire le No Code Summit, par exemple, comme événement. Mais en fait, pour moi, ce qui est intéressant, ça a été un très bel événement, c'est sûr. Mais pour moi, un des trucs qui s'est vraiment passé pendant l'année, là, ça a été on va dire, le tournant. Le No Code Summit, je trouve, a amené la lumière sur la France. Et Mm. ça, c'était un des objectifs, et bravo pour ça, ils ont vraiment réussi. J'étais une des personnes qui critiquait le fait que les confs aient lieu en anglais et tout, donc je dois bien reconnaître que ça, c'était quand même un choix audacieux, mais réussi, même si ça a empêché certaines personnes de suivre. Mais bon, voilà, par contre, ça a amené un coup de projecteur, et ça a été le début, je pense, de pas mal d'événements qui ont continuellement à mettre l'accent sur la France. Il y a des meet-ups très réguliers maintenant dans différentes villes en France. Il y a eu les 2 ans de No Code France, du coup, dans 5 ou 6 villes en parallèle. Il y a à Paris un meet-up qui a lieu tous les mois sans discontinuer. Il y a eu la No Code Week qu'on a organisée. Il y a eu la Bubble Week aussi de Sarah, qui est vraiment un événement remarquable, encore une fois. Et donc, à chaque fois, c'est des Français qui organisent, mais qui ramènent des étrangers, qui ramènent des éditeurs étrangers, Mm. qui ramènent des no-codeurs et des no-codeuses étrangers, étrangères. Donc, il se passe quelque chose, enfin, on le sait, hein, je veux dire, on l'a déjà dit, on est un peu biaisé en plus, mais il se passe quelque chose en France. Mais là, maintenant, ça commence à se voir. Je pense à l'international, ça se voit, quoi. De plus en plus, la France est effectivement un centre de gravité de la communauté. C'est plus uniquement autour des États-Unis, et c'est vrai qu'il se passe de plus en plus de choses. Il y a eu la semaine dernière l'annonce des personnalités éminentes de la communauté Bubble. Il y avait beaucoup de choses attendues, et c'est vrai que les plus attendus, les plus visibles à l'international ne sont finalement pas ceux qui ont gagné. Mais parmi les 3 lauréats, on a 2 Français, même 3, parce qu'il y en a un qui a un duo, le duo derrière Flusk, Victor et Wesley. L'autre étant évidemment Thibaut Marty. Et voilà, sur les 3 lauréats, il y en a 2 qui sont français. Alors, en termes de marché, la France n'est pas le premier. On discutait hier, justement. Après, il y a des choses un peu mécaniques, c'est-à-dire que c'est pas non plus le plus grand pays du monde, et c'est normal. Bah c'est ça. Comme il nous expliquait au Brésil, c'est juste déjà, t'as, je sais plus combien, 150 millions d'habitants, je crois, au Brésil, ou je sais pas combien, enfin bref. Juste déjà, forcément, tu risques d'avoir plus d'utilisateurs, sans parler des États-Unis, qui est le marché de façon de la tech, qui est à la fois un grand marché, avec les moyens, avec l'éducation qui va avec, etc., quoi. C'est ça, c'est qu'on n'a pas forcément le potentiel business que vont avoir d'autres pays beaucoup plus peuplés, mais il y a clairement une dynamique du côté de la France. C'est ça, tu vois, qui est intéressant justement dans ce que tu dis. Il y a un retentissement qui est décorrélé, c'est-à-dire que je pense, bon, encore une fois, hein, vraiment, on peut nous accuser peut-être un petit peu biaisé, mais il y a un retentissement, tu vois, les actions qu'on fait en France, que font des Français, ont un retentissement international qui n'est pas corrélé à la taille de notre pays ou à nos moyens quelque part, quoi. C'est-à-dire qu'on s'attendrait à ce que beaucoup plus de choses viennent des États-Unis. Ça, c'est d'ailleurs un truc, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais que j'arrive pas vraiment à comprendre et à appréhender. C'est-à-dire que, certes, sur Twitter, on voit, il y a des no-codeurs, des no-codeuses américaines qui sont assez en vue, mais il y a déjà pas de communauté vraiment qui est fédérée, et il n'y a pas non plus il y avait un petit peu Webflow qui avait un peu essayé de faire une no-code conf, qui était un petit peu le porte-étendard, puis en fait, ils ont décidé de se recentrer un peu sur eux-mêmes. Et donc, tu vois, c'est intéressant, je trouve qu'il n'y a pas de moteur, tu vois, de gens aux États-Unis qui portent le truc vraiment. Je sais pas, peut-être je les vois pas, mais pourtant je suis quand même pas mal. Du moins pas de manière généraliste. C'est vrai que la spécificité, ce que vous avez initié, Contournement, et toi, dans ce qui est devenu No Code France, il y a cette volonté de faire un mouvement autour du no-code, un mouvement généraliste, là où c'est vrai que la spécificité et les communautés se construisent quand même beaucoup plus autour d'outils. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'Airtable, qui parlent de Make, qui parlent de Bubble, de Webflow, etc., mais qui vont souvent être spécialisés sur cet outil, là où en France, non seulement on a une communauté qui est généraliste, mais en plus les différents acteurs, à quelques exceptions près, essayent de pas trop se spécialiser, de pas être vu juste comme lui, c'est le gars Airtable, mais c'est vrai, ouais. C'est la fille Webflow, mais chacun essaye de garder quelques cordes à son arc.
Ouais, ouais, non, Je- mais c'est vrai. Et puis, il y a un soutien un peu transverse. Je pense que même des gens qui sont. Je sais pas pourquoi, je pense à Julien, par exemple, Julien Motet, qui est quand même assez marqué, on va dire, Mm. Airtable. Mais il est, j'ai envie de dire, quelque part avant tout membre de la communauté No Code France, enfin, de la communauté No Code en général. Il soutient, il participe à plein de choses. Et on a plein d'exemples comme ça, effectivement, choses assez transverses. Donc, c'est assez chouette, quoi. Mm. Complètement. Euh, donc, selon toi, à ce stade, comment se porte le marché no-code? Alors, c'est une vaste question, mais on a des éditeurs, on a des utilisateurs et utilisatrices finaux, on a des prestataires, on a des organismes de formation. Euh, Selon toi, où est la dynamique? Est-ce qu'elle est partout? Qui tire le mieux à ce stade son épingle du jeu? Qui commence à avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête? Au niveau des éditeurs, Au niveau, au niveau justement, de. dans les Pardon. rapports de force qu'il peut y avoir entre les éditeurs, les personnes et entreprises qui utilisent, les prestataires qui développent des solutions en utilisant les outils, les formateurs, etc. On dit souvent que dans une ruée vers l'or, c'est les vendeurs de pelles Hmm. qui font fortune. Bon, c'est pas si évident que ça qui sont les vendeurs de pelles. Est-ce que c'est les formateurs? Est-ce que c'est les prestataires? Est-ce que c'est les outils? Enfin, qui dans tout ça s'en sort le mieux et qui peut avoir éventuellement des soucis à se faire du fait de difficultés structurelles, d'une d'une émergence de concurrence, etc. Euh, C'est c'est marrant parce que j'avais fait il y a quelques temps déjà un post LinkedIn où j'avais repris un peu cette analogie des vendeurs de pelles et tout. Et en fait, moi, ce que j'avais dit, c'est que je pense que ceux qui s'en sortent pas mal, évidemment, je prêche pour ma paroisse, c'est ceux qui t'apprennent à te servir de la pelle. Il y a ceux qui t'ont vendu une, bon, bah, c'est bien. Mais en fait, si tu sais pas quoi en faire, tu vois, alors qu'il y aura toujours besoin d'apprendre à se servir des outils. Donc forcément, je pense que la formation, c'est pas mal. Moi, de ce que je vois quand même, ce que j'ai l'impression, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais moi j'ai l'impression que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est quand même les agences, quoi. C'est quand même, c'est les agences, c'est certains freelances, c'est les gens qui font avec les outils, qui, euh, je sais, enfin, surtout les agences, je dirais. Enfin, tu vois, si je prends l'exemple de Bubble, alors je vais parler d'un monde quand même que je connais pas non plus hyper bien, mais je me souviens qu'à une époque, il y avait quand même un truc où tu avais l'impression, je pense que c'était pas une impression d'ailleurs, qu'une agence comme AirDev, qui est quand même une grosse agence qui est très processisée à l'américaine, où bon, ils ont c'est la chaîne de production, quoi, mais c'est la chaîne, elle s'arrête jamais, ils mettent toujours des nouveaux trucs dedans. Bah, t'as l'impression qu'ils gagnaient plus d'argent que Bubble, quoi. Je pense que peut-être même c'était le cas d'ailleurs, tu vois. Enfin, très, très certainement, oui. tu vois. Et alors qu'ils font que du Bubble. Alors ils donnent un petit peu à la communauté parce qu'ils ont fait ce framework Canva, alors qu'il y a aussi un produit, puisqu'ils vendent aussi, il me semble, il y a une partie qui est Mm. abonnement, donc je pense qu'ils contribuent un peu. Ils ont quand même pas mal contribué à la popularité de Bubble en faisant là le Not Real Twitter, qui était un truc, ça fait déjà 4-5 ans, ça a vachement marqué les esprits. À l'époque, ils avaient fait un clone de Twitter Mm. avec Bubble. Donc ça, je pense que ça a vachement aidé Bubble. Mais néanmoins, bah voilà, tu vois, tu te dis, bah c'est vrai que des fois, quelque part, il y a un côté un petit peu injuste. C'est l'éditeur, tu vois, donc le vendeur de paix, finalement, bah, il gagne de manière assurée. Bah, c'est un peu comme la ruée vers l'or, quoi. C'est-à-dire que c'est celui qui a acheté juste une pelle, mais par contre qui est tombé sur une grosse pépite, bah, il gagne plus que le vendeur de Mm. pelle aussi, quoi. Mais enfin après, c'est une question de volume. Je sais pas, mais donc, mais c'est vrai que les agences, en plus, les agences, quand elles sont un peu malines et agiles, elles peuvent aussi pivoter d'un outil vers un autre. Donc elles sont un peu moins enfermées, peut-être aussi. Ça dépend. Après, c'est bien d'avoir une spécialité. C'est bien de pas tout faire. Donc voilà. Après, c'est sûr, c'est sur du long terme, hein, évidemment. Des outils comme Bubble, tous les produits SaaS. Il y a ce côté, cette scalabilité, comme on dit, ce passage à l'échelle où s'ils arrivent à avoir des millions d'utilisateurs, bon, bah là, ils vont gagner des millions, quoi. Mm. Donc, Mais oui, moi, je te rejoins. Moi, j'aurais dit les freelances plus que les agences, dans le sens où une agence a besoin sans arrêt de prospecter, de renouveler son portefeuille, etc. Là où un ou une freelance peut s'appuyer sur des clients réguliers et se construire un train de vie confortable sans plus d'efforts, entre guillemets, que ça. Il faut toujours délivrer, évidemment, mais c'est vrai que ouais, est-ce que tu penses vraiment ça? Enfin, tu es freelance, tu fais beaucoup de prestations. Moi, je trouve que c'est dur de vendre son temps et je pense que c'est dur d'avoir ce confort que tu décris, tu vois.
Le premier confort dont je parlais, c'était celui de ne pas faire de prospection. Probablement parce que je déteste faire ça. Ouais, C'est un peu, c'est ça. un peu mon biais aussi. Mais voilà, Mais moi, ce tu que vois, je tu veux dire, vois. tu charbonnes, tu vois. Enfin, j'ai l'impression, Oui, toi non, ou d'autres que je vois, je travailler bosse énormément, tu beaucoup, vois. je bosse beaucoup et je me bats un peu avec ça, mais disons que j'ai pas à m'en faire sur est-ce que j'arriverai à boucler mes fins de mois, etc. Parce que justement, enfin, j'ai ces clients réguliers qui me permettent de vivre et disons que le marché est tellement grand qu'on est quand même beaucoup de freelance à pouvoir vivre un peu sur ce mode-là en aidant des entreprises, petites ou grandes, à, à s'outiller et à fonctionner. Mais après, j'ai envie de dire, c'est un peu des préférences personnelles et Ouais, ouais, bien sûr. on dévie du sujet. J'ai l'impression quand même que en creux, on s'accorde un peu à dire un peu pour dire que la position la plus enviable n'est pas forcément celle des éditeurs. Ils sont Ah les non, rockstars qui sont sous les feux des projecteurs, mais pour le meilleur et pour le pire. Et tant financièrement qu'en termes on va dire de pression à subir, ne sont pas forcément dans une position hmm. évidente et du coup ça ouvre notre première partie, c'est la stratégie, la rentabilité des éditeurs. Avec cette première question déjà, est-ce que les éditeurs sont rentables? Ou plutôt, on va dire ça dépend, c'est évidemment la réponse, mais euh, quels éditeurs sont rentables et comment, voilà, comment ça se fait qu'il y en a qui sont rentables, pas d'autres? Et qu'est-ce que ça peut te donner tout ça? Bon, moi j'adore ce sujet, hein, de toute façon, c'est ce que vraiment j'appelle le no-code game, quoi, tu vois, donc j'ai la chance de pouvoir pas mal discuter avec des éditeurs et tout. Alors bon, ouais, ils me partagent pas forcément leur livre de compte, et puis moi j'avoue, je suis pas hyper... Enfin, voilà, moi j'aime bien les partis pris des outils, les choix technologiques, toutes ces choses-là, ça m'anime pas mal, mais bon, on a quand même l'occasion aussi de parler un petit peu de ces choses-là. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un peu deux catégories de ce que je vois. Mathieu faisait référence à tous ceux qui étaient ultra financés. C'est pas une majorité, je pense, mais si on regarde, on va prendre Bubble, bon, bah, évidemment, enfin, c'est un peu un exemple, mais je trouve, parce que bon, ils ont levé beaucoup. Alors, ils ont levé beaucoup au bout de longtemps, hein. C'est-à-dire que les gens qui connaissent pas toute l'histoire Ça, de c'est Bubble, il faut quand même savoir que c'est quand même deux cofondateurs, et ça, je trouve ça vraiment admirable. Ils ont bossé, les mecs, pendant 4 ans sans gagner d'argent quasiment, quoi. Entre 2012, 2016, 2017, les mecs, il fallait avoir une vision, il y a une résilience, il y a un truc dont je trouve qu'on parle pas beaucoup. Euh, et ça, je trouve que c'est assez remarquable. Donc, nous, on voit forcément un instant T, et on voit, nous, on est rentré dans le no-code en 2019, on a commencé contournement et tout en 2019. C'est l'année, en fait, où Bubble a fait sa première levée. Une levée de 6 millions à peu près, il me semble. Webflow aussi. Et c'était un des points quand on fait des présentations, qu'on indique un peu. C'est-à-dire qu'en 2018-2019, on avait un peu un point d'inflexion. C'est-à-dire que ces outils no-code, en commençant à lever de l'argent, aussi montrent qu'il y a de l'attrait, montrent qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mais après, il y a ceux qui sont arrivés derrière, quoi. C'est intéressant le cas de Bubble parce que c'est vrai qu'eux ont clairement changé de catégorie, même pas forcément à leur première levée de fonds, mais plutôt à leur deuxième, où là Ouais. ils ont vraiment levé beaucoup, ils ont changé de dimension, puisque là ils étaient 15 toujours à faire des trucs dans leur coin, mais quand même beaucoup Ouais. d'utilisateurs, et d'un coup ils C'est sont une passés histoire à assez 200 particulière, hein, personnes. Bubble, hein. Si on regarde, si on compare avec un acteur comme Webflow, qui eux aussi ont galéré pendant pas mal de temps, hein, d'ailleurs, hein. Ils se sont fait rejeter 3 fois de Y Combinator et tout. Mais par contre, après, une fois qu'ils ont commencé à lever, ils sont rentrés dans un cycle un peu classique de start-up, série A, série B, machin. Bon, je suis pas du tout un expert de ces trucs-là, mais voilà. Alors que Bubble, ils ont fait une première levée, et puis après, ils ont pas mal attendu, je pense peut-être pour être en bonne position. Et quand est arrivé ce moment, il y a eu beaucoup d'argent avec le Covid et tout, et bah là, hop, ils ont fait une grosse levée, quoi. Et voilà, alors je sais pas ce que sera leur avenir, on le verra, mais c'est assez intéressant. Mais alors du coup, on a ceux-là, et donc ceux-là, bah, clairement, ils sont pas rentables, c'est évident, enfin c'est sûr. Ils investissent énormément, et ils sont sur les fonds. Ça, Ils sont pas rentables, mais c'est voulu. Enfin, c'est le modèle des exactement, parce startups, que... et encore plus spécifiquement des startups américaines, où le but n'est pas de Exactement. chercher la rentabilité à court terme et même à moyen terme. Exactement. Et alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et alors je crois que c'est le cas d'ailleurs pour Webflow et pour Bubble, c'est que aux alentours de 2018-2019, avant qu'ils lèvent des fonds, ils étaient rentables. En tout cas, je crois que c'était le cas de Bubble, quand ils avaient vraiment, quand ils étaient 6 et que Bubble, il me semble, oui. ils étaient rentables. Donc, comme tu dis, ils ont fait ce choix de partir à fond.
Donc voilà, mais maintenant c'est vrai qu'ils sont plus dans ce truc de start-up américaine, comme tu dis, bon, on lève des fonds, et puis là maintenant ça passe sous sa casse, quoi. C'est-à-dire ils vont à fond, ils, peut-être qu'ils devront relever de l'argent, ou alors peut-être qu'ils devront faire un exit, enfin voilà, on verra bien l'histoire. Et après à côté il y a ceux qui sont lancés après. Euh, Il y a des gens comme WeWeb par exemple, qui ont fait Y Combinator, qui ont commencé un petit peu sur ce chemin des startups américaines, qui ont fait une première levée. Enfin, alors je vais pas donner de détails parce qu'en fait, je sais plus, mais bon, ils ont levé de l'argent. Et puis, eux, ils n'étaient pas dans le même timing, et donc ils sont arrivés à un moment où ils prévoyaient de relever de l'argent pour continuer à développer. C'est un outil, forcément, tous les outils no-code, c'est beaucoup de temps de développement, de R&D quasiment. Hein, donc, et en fait, ils se sont retrouvés à un moment où, bah, on le sait tous, hein, après tout l'argent gratuit qu'il y a eu du Covid, après il y a eu la crise aussi, évidemment, on est toujours dedans. Et donc, eux, ils ont eu, bah, comme tous les gens de Y Combinator, ce fameux email où on leur a dit préparez-vous à vivre des longues années sans argent, etc. Et donc, ils se sont mis dans un mode où ils ont allé chercher la rentabilité à tout prix, et ça a fait changer potentiellement leur choix. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, puisque tu l'as évoqué très rapidement sur la question de bubble, du pricing et tout. Mais ils ont fait un peu ce move qu'ont fait d'autres boîtes aussi, d'aller plus sur des gros clients un peu... plutôt que d'essayer de vendre plein de makers comme nous, on va dire, qui payent 60 balles par mois, et essayer plutôt d'avoir des gros clients qui payent des plus grosses factures parce qu'ils ont des plus grosses infrastructures. Honnêtement, je ne sais pas où ils en sont, donc je sais pas, ils sont très proches, hein, vous pouvez aller leur demander, ils sont dans la communauté no-code. Mais en tout cas, je sais qu'eux, ils sont dans cet objectif très court terme d'être rentables. C'est-à-dire, parce que pour eux, c'est quasiment une question de survie puisqu'ils ne vont pas relever d'argent. Je ne sais pas s'ils pourraient le faire ou pas, ça, je ne connais pas assez le business, mais en tout cas, voilà. Mais oui, enfin, de manière générale, les outils français, de toute façon, me semblent être plus dans cette logique-là. Des XAR, des Time Tonic, etc., sont pas là avec des milliards d'argent gratuits, mais sont avant tout à développer un produit et à chercher en même temps le marché et la rentabilité. Mais c'est vrai que Ouais. cet argent gratuit pose évidemment des questions, et ça dépasse de loin le champ du no-code, parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de difficultés de financement pour les startups. Et des startups qui, structurellement, ne cherchaient pas à être rentables, se retrouvent du jour au lendemain à ne plus pouvoir se financer et avoir une structure de coûts qui est incompatible avec leur structure de revenus. Et d'où beaucoup de gens qui ont été virés ces 12 derniers mois. Ça aussi, c'est un événement dont on n'a pas parlé, mais ça a été quand même assez majeur. Et c'est vrai que ça peut poser même, à terme, la question de la survie de certaines entreprises, de certains acteurs de l'écosystème. Et moi, c'est quelque chose que je répète à qui veut l'entendre, mais je pense qu'il y aura une énorme crise d'identité et de confiance dans la communauté le jour où le premier gros éditeur fermera. Est-ce que ce sera Webflow, Notion, Airtable, Bubble, Zapier, Make, enfin je sais pas, mais forcément à un moment il y en a un qui va fermer. Ils ne peuvent pas rester indéfiniment là, c'est pas forcément tout de suite, mais ou c'est peut-être un autre gros qui n'est pas gros aujourd'hui mais qui le deviendra. Et est-ce que ce sera dans un an, est-ce que ce sera dans 10 ans, je sais pas, mais il y a forcément un moment où ça va arriver, et c'est vrai que... Bah, si c'est dans 10 ans, je pense que ça sera moins grave. Oui. C'est-à-dire que ça va arriver, ça c'est comme tu le dis, hein, c'est sûr. Il y en a aussi qui vont se faire racheter. Il y en a qui vont se faire racheter et puis fermer. Oui. Ça arrive aussi. C'est notamment s'ils sont rachetés par Google, ou je sais pas, il y a quelques-uns qui sont spécialistes un peu comme ça de fermer des boîtes. Alors il y en a que c'est prévu. D'ailleurs, ils sont rachetés pour être fermés, pour acquérir l'équipe et tout. Mais ça, c'est en général, c'est des plus petites, quand même des plus petites boîtes. Mais par contre, entre-temps, je pense que dans cet intervalle-là, il y a des petits qui vont mourir, quoi. Enfin, je le souhaite à personne, évidemment. Mais par contre, ça me paraît évident. Et moi, depuis 4 ans que je suis un peu dans le game, on va dire, j'en ai vu déjà quelques-uns. Par exemple, je pense que là, plus personne ne se souvient de Boundless Labs, qui était, quand on a commencé en 2019, un éditeur qui ressemblait pas mal à un outil comme Ycode ou comme Softer, un peu, déjà en 2019. Et puis en 2020-2021, ils ont fermé, quoi. Il y a enfin voilà, donc il y en a eu des petits. Pour l'instant, effectivement, ça n'avait pas trop d'impact sur l'état d'esprit par rapport au no-code, puisque c'est quand même une des questions qui revient dans tous les webinaires, et je suis sûr que toi, on te la pose aussi très souvent. C'est ah ben oui, mais on est enfermé avec ces utilisateurs, qu'est-ce qui se passe s'ils ferment demain, etc., quoi.
Donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir la confiance pour être très ébranlée, mais si ça arrivait bientôt. Parce que si ça arrive dans 10 ans, c'est pas grave. Parce que moi, je pense que dans 10 ans, le no-code, ça y est, tu vois, ça sera. Déjà, il y aura plus de monocode. C'est juste, bah, on fera des sites sans coder, on fera des applis sans coder, ça sera commun, comme d'utiliser aujourd'hui PowerPoint ou d'utiliser un tableur, quoi. Oui, complètement, complètement. D'ailleurs, le monocode, on l'utilise encore beaucoup, nous, parce que c'est un peu l'identité de la Hmm, communauté, mais les éditeurs ont quasiment arrêté c'est vrai. de Surtout les Américains, ouais. l'utiliser, et surtout les Américains, et même d'ailleurs dans les communautés, la communication ailleurs, ouais, aux États-Unis, est-ce que c'est autant une tendance? Est-ce qu'on en parle toujours autant? Ou est-ce que c'est plus forcément le terme qui est utilisé? Je ne sais pas, mais c'est vrai que nous, je pense que le terme persiste et continuera à persister pendant encore un moment parce que justement, c'est l'identité de la communauté. C'est No Code France, c'est pas Hmm. je développe des apps sans coder France, enfin, c'est pas développement visuel France. Euh, et, mais c'est vrai que le terme no code est finalement pas le plus important. Je te rejoins sur le fait que oui, si ça se passe en 10 ans, c'est moins grave. J'ai un peu peur que Si malheureusement, ça, ça se si passera ça avant. arrive avant, on est d'accord que ça pourrait être très grave parce que ça alimentera le moulin de tous les détracteurs du no-code, etc., Complètement. qui, on le voit peut-être pas, mais il y en a quand même beaucoup. Enfin, et peut-être il y en a de moins en moins, mais ils attendent. Il y en a qui sont tapis dans l'ombre, qui attendent juste le premier, comme ça, un peu fail ou truc un peu marquant pour dire, ah bah, vous voyez, on vous l'avait dit, le no-code c'est pas fiable, vous avez tous perdu votre travail, etc., quoi. Donc, Et après, j'ai envie de dire, selon le scénario, on pourrait presque me dire à raison. Je veux dire, si c'est Airtable qui ferme dans un an, c'est pas faux, ouais. ça, C'est- ça remettra en question notre métier. C'est pas forcément le scénario sur lequel je table, mais Après, c'est ouais, les gros, ils ont quand même beaucoup d'argent actuellement, quoi. Alors, ce qui aurait pu se passer, par contre, on mais l'a pas beaucoup évoqué. aussi. Airtable, c'est 2000 Ouais, employés quand même, hein. ouais, ouais, c'est clair. Ouais, mais ils sont assis sur une pile de cash. Et en plus, c'est pour ça aussi qu'ils ont viré une partie de leurs employés, tu vois, pour, je Oui, pense, faire durer leur argent. Et aussi, il faut pas oublier qu'ils gagnent de l'argent. Alors, ils veulent en gagner plus, mais ils en gagnent quand même, tu vois. Donc, tu as ce truc. ouais, ils sont quand même. Alors, je sais pas s'ils sont rentables, mais Airtable, ils gagnent quand même pas mal d'argent, hein. Oui, oui, ils gagnent pas mal d'argent. Je pense qu'ils Je- sont encore assez Ah loin oui, dans oui. la Non, non, rentabilité. je suis d'accord avec toi. Parce que, non, oui, quand je voulais dire ils gagnent de l'argent, c'est pas, ils sont pas profitables, mais à leur trésor de guerre, on va dire, ça ajoute leurs Oui, recettes, quoi. oui, tout à fait, tout à Ça fait. juste ça allonge un petit peu leur renommée, comme on dit en anglais. Mais ouais, putain, j'ai un truc qui m'était venu en tête, puis j'ai oublié. Non, oui, si, j'allais dire, on n'est pas passé loin à côté quand même de ce petit cataclysme, pas que dans le no-code, mais dans la tech en général, avec, pour ceux qui auront suivi, la faillite là, de Silicon Valley Bank. Et on l'a vu par exemple, on sait que Bubble, Emmanuel l'avait dit sur Twitter, et Bubble par exemple avait son argent à la Silicon Valley Bank. Et ils ont eu la possibilité d'en retirer une partie. Alors au final, la banque a été renflouée, etc. Donc je crois que personne n'a perdu d'argent de ce qui me semble. Mais ça aurait pu se passer, quoi. Ça aurait pu se passer pour plein de startups et dont des boîtes no-code, quoi. Potentiellement, c'était un tiers des éditeurs qui mettaient la clé sous la porte, là. Ouais. Enfin, c'est un gros cataclysme, mais j'ai envie de dire, c'est presque moins grave dans le sens où ça aurait été un cataclysme tellement énorme que l'État américain a dit on va assurer Ouais, ouais, bien ces sûr. fonds-là pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas ces Ça faillites en dit que... cascade qui arrivent. Mais c'est vrai que ça pose énormément de questions et on se rend compte on construit, et là je parle pas du no-code en particulier, mais plus de la tech en général, on construit sur des empilements, des constructions qui ne sont pas sur des fondations aussi solides qu'on aimerait, malheureusement. Euh, Après, il y a une question de Carole sur le fait d'envisager la fermeture d'un outil qui la questionne sur le développement de ses compétences. Est-ce que c'est pas plus mal aussi de diversifier des compétences pour pouvoir rebondir? Euh, c'est un Bah, vaste sujet. Ça peut être intéressant. Après, disons que différents outils, ben, c'est aussi différents sets de compétences à garder à jour, parce que les outils évoluent vite. C'est moi, potentiellement cumuler différents métiers. tu vois, je pense que d'un point de vue no-codeur, no-codeuse, par exemple, et encore une fois, c'est pas du tout un scénario que j'envisage, mais si Bubble fermait demain, les bons bubbleurs, je parle des gens qui utilisent Bubble, hein, pas des gens dont le business dépend de Bubble. Là, ça Mmh. c'est grave. Mais pour les bons bubbleurs, moi je l'ai vu, je me souviens très bien à l'époque, Lucien par exemple, quand il a découvert Adalo, très vite, il est devenu très à l'aise avec Adalo, parce qu'il faisait du Bubble déjà depuis plusieurs années.
Et je pense que c'est le cas de plein d'entre vous. De la même manière, quand on est bon sur Make, c'est pas facile, mais on peut passer sur N8N, moyennant un petit peu de galère, où on peut passer. Enfin, voilà, il y a ce qu'on apprend dans quand même beaucoup des outils no-code. Finalement, la logique, la base de données, etc., c'est des compétences qui sont transverses. Elles ne sont pas vraiment formalisées en tant que telles, parce que chacun a un petit peu sa vision. Et puis après, bon, sûrement qu'on en reparlera, mais le côté aussi maintenant, ça se découple de plus en plus. Donc, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, tu fais du WeWeb. Bon, bah, si WeWeb ferme, ta base sur Xano, elle reste sur Xano. Et puis toi, tu apprends à utiliser, je sais pas, Ycode ou je sais pas, un autre outil comme ça. Enfin, c'est pas vraiment un compétiteur de WeWeb, mais et puis voilà. Moi, je m'inquiète pas trop pour les gens. C'est pareil hein, pour les développeurs. Hein. Quand on est développeur, on apprend en général, on reste pas enfermé sur un langage. On peut en apprendre d'autres. Mais voilà, pour les business qui en dépendent, pour les clients, etc. Bon, là, c'est galère. Et puis, ce que tu disais surtout, c'était pour l'image, on va dire, de marque, pour la confiance et tout, bah, c'est aller convaincre quelqu'un qui a perdu son business parce que Bubble a failli de passer sur un autre outil no-code, la confiance n'est plus là, quoi. Oui, c'est sûr, c'est très très dur. Je suis d'accord qu'on peut transférer beaucoup de choses. Moi, quand je me suis mis à Xano, le fait d'être très à l'aise sur Bubble et de savoir vaguement coder, c'était les compétences qui m'ont permis de monter assez rapidement en compétences sur l'outil. Si j'avais commencé mon chemin no-code par Xano, j'aurais jamais remis les pieds dans le no-code. Je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est impossible. Donc, on développe des compétences en développement de manière plus large. On ne code pas, mais on reste des développeurs et développeuses. Et on acquiert beaucoup de compétences qui vont autour de ça et qui peuvent nous servir à d'autres choses. Mais finalement, je reviens un peu justement au sujet du changement de pricing de Bubble. C'est un événement qui, pour moi, est structurant dans les événements de l'année parce que, justement, ça nous a fait prendre ou reprendre conscience que le principal risque n'était pas forcément la fermeture d'un outil. Ouais, absolument. La fermeture de l'outil est le plus gros risque, celui qui a le plus d'impact, et encore ça dépend, parce que Bubble répète depuis le début, si on ferme la boîte, on vous expliquera comment héberger une instance de Bubble de votre côté, etc. On mettra le code en open source, comme ça, vous ne serez pas obligé de fermer votre business. On est d'accord, c'est pas une solution à long terme, mais on se dit, je vais pas me retrouver sans rien du jour au lendemain. Mais du coup, avec ce changement de pricing, on se dit, il y a plein d'autres cas qui sont peut-être pas tout à fait aussi graves, mais qui sont probablement plus probables et contre lesquels j'ai beaucoup moins de manières de me protéger. Et justement, le pricing. Si Bubble change son pricing et fait que demain, je payais $30 par mois, demain, je dois payer $1 500 par mois pour continuer, qui est potentiellement une somme que je ne peux pas me permettre, et là, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de je vais héberger ça de mon côté, parce que Bubble est encore là, Bubble est encore en train de faire du business, donc ils ne vont pas me permettre d'héberger ou quoi que ce soit. Mais le fait est que Bubble devient inutilisable pour moi. Et c'est vrai que les augmentations brusques de pricing, l'abandon des plans gratuits, des pivots en termes de plans, en termes de fonctionnalités, etc. En termes de fonctionnalités également. Plutôt mettre de côté et exclure totalement certains utilisateurs, certaines utilisatrices. Ça, ce sont des choses qui finalement sont à court terme probablement plus probables que la fermeture d'un gros éditeur et contre lesquelles on n'est pas forcément immunisé. Et c'est assez difficile d'être immunisé. Et j'ajouterais aussi, il y a un truc qui est... je pense que la question du prix, tu as raison, hein, c'est le plus gros risque. Moi, j'ajouterais aussi qu'il y a des éditeurs qui n'arrivent pas à bien passer à l'échelle et donc dont le service se dégrade aussi au fil du temps, quoi. Ça peut arriver. Alors, ça c'est correctif. Des fois, ça fait des hauts et des bas. Bubble a eu longtemps des problèmes de performance. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait injuste de dire que c'est toujours le cas. Mais encore que, bon, je suis pas un Bubbler. Ça va mieux, mais toujours une fois par mois, il y a les apps Bubble qui ne marchent pas parce que souci, etc. Et c'est là aussi où voilà, la qualité de service, etc., à partir d'un certain stade, avec certains types d'utilisateurs, devient... Enfin, voilà, c'est pour ça que des outils dont on parle jamais dans la communauté, des Mendix, des OutSystems, etc., sont extrêmement chers. C'est parce qu'eux, par contre, ils s'engagent
à de la disponibilité 99,99, choses comme ça, ou voilà, ce qui n'est pas du tout l'engagement. Aucun outil no-code n'a cet engagement-là, quoi, à ma connaissance. Le SLA est pas encore, Ouais. Service Level Agreement, et pas encore répandu effectivement dans le monde des outils no-code. Ça va venir. Mais c'est vrai que même, par exemple, Bubble a depuis longtemps des plans dédiés où tu as ton serveur, etc. Mais ça a peut-être changé là dernièrement, mais il y a encore quelques mois, quand il y avait un bug sur tous les hébergements partagés, il y avait aussi un bug sur les hébergements dédiés. Donc on se retrouve avec des gens qui payent cher justement pour éviter que ça arrive, mais quand même, ils se retrouvent impactés par les problèmes des autres. Enfin, c'est vrai que ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est un fait que avec les outils no-code aujourd'hui, tu n'as pas la sécurité, on va dire, la main sur ton système comme tu peux l'avoir dans du code traditionnel. Après, ça vaut peut-être le coup de rappeler que c'est pas la seule chose qui est dans l'équation. C'est que tu as quand même un outil qui gère l'hébergement, le scaling, toutes les fonctionnalités, la maintenance, qui va résoudre un bug. Hein. Une entreprise qui prendrait des prestataires pour développer une boîte, si demain il y a un problème sur l'hébergement, il faut payer une personne pour le résoudre. Et peut-être que ça prendra une demi-heure, peut-être que ça prendra 3 jours. Et pendant 3 jours, il n'y a pas d'outil, il n'y a rien du tout. Tout ça, ce sont des choses qui font partie du passé quand on utilise des outils no-code. Et puis évidemment, on peut aussi développer plus rapidement, etc. Mais il y a des questions, il y a d'autres questions qui vont se poser. Et après, effectivement, quelle est aussi la meilleure stack, la meilleure combinaison d'outils pour se prémunir contre ces risques? C'est pas si simple que ça, parce qu'on peut se dire du modulaire, comme ça, on peut, je veux développer une web app, je prends un back et un front, comme ça, si le front me lâche, j'ai toujours mon back, etc. Bah ouais, mais en même temps, ça fait que j'utilise plus d'outils, donc il y a aussi plus de chances qu'un de mes outils lâche. Enfin, c'est... Après, franchement, enfin, tu vois, nous, quand on a commencé Contournement, on parlait beaucoup, on était quand même à l'époque où le no-code était quand même plutôt réservé pour des MVP, etc. Quoi. Je veux dire, clairement, je pense qu'on n'y est plus. Non. Néanmoins, je dirais quand même que je ne ferai pas tourner des infrastructures critiques avec aucun outil no-code actuel, quoi. C'est-à-dire qu'aucun des outils, tu vois, alors je ne les connais pas tous et j'ai pas, mais je veux dire, même des choses qui me paraissent quand même stables et sécurisées comme Airtable, Airtable, une fois par an, tu as quand même 2-3 heures d'indispo ou tu as les automatisations qui ne marchent pas. Enfin, c'est quand même assez fiable. Mais je veux dire, voilà, il faut aussi adapter aussi à son contexte, quoi. Tout n'est pas. Il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres outils ou d'autres manières de faire. Donc, il faut prendre pour ce que c'est aujourd'hui. Et ça progresse énormément. On a bien vu dans ces 5 dernières années, on est complètement sorti déjà de ce truc de MVP. Et peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura des centrales nucléaires qui tourneront avec des outils no-code ou des hôpitaux, des choses comme ça. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, quoi. Mais oui, après, on va dire, tu disais, il ne faut pas faire tourner des systèmes critiques sur les outils no-code, mais ça dépend aussi du contexte. C'est sûr qu'une banque ne va pas se faire tourner ses systèmes critiques sur des outils no-code. Après, dans une boîte de 1, 5, 20 personnes, qui n'a de toute façon pas les moyens de mettre en place et surtout de maintenir l'infrastructure adéquate pour ça, je veux dire, ça reste, dans beaucoup de cas, une option très très viable. Ouais, après ça dépend, hein. Dans un hôpital, c'est pas la même chose de s'occuper des systèmes qui, je sais pas, gèrent l'alimentation des dialyses ou du planning du parking des résidents, quoi. C'est pas aussi le même niveau de complexité, quoi. Et c'est vrai, hein. Enfin après, il y a aucun système n'est infaillible, même comme dit Tom, AWS, etc. ont aussi des indispos, mais bon, on est plus sur des périodes de quelques minutes par an qu'en heure, quoi. En tout cas, d'après les SLA, quoi. Et après, c'est aussi là où tu peux avoir des compensations, il y a des pénalités, des choses comme ça. C'est le truc des contrats. Mais bon, enfin voilà. Après, je pense que ce qui est quand même intéressant de dire d'un point de vue un peu bilan, c'est que quand même ces outils ont atteint des stades où pas mal de gens se reposent, en tout cas leur business, etc., repose sur des outils no-code. Et donc cette question un petit peu du vendor locking, du coup, on a tourné autour. Est bien présente, mais elle est présente de plein d'aspects différents de toute façon quand on travaille avec des outils numériques que l'on ne maîtrise pas soi-même. C'est pareil quand on travaille avec des développeurs, on est quelque part vendeur loqué avec l'agence, même si elle a fait du code que vous
pensaient pouvoir récupérer. Moi, je peux vous dire, hein, j'ai géré une agence, franchement, les rares fois où on a accepté de reprendre du code d'une autre agence, franchement, c'est soit qu'on connaissait l'autre agence, soit qu'ils avaient fait vraiment et super bonnes pratiques. Parce que sinon, en général, c'est un peu Hmm. c'est très compliqué, quoi. T'as pas envie, en fait, juste. C'est même pas que c'est pas possible. Oui, c'est du code PHP que toi, tu connais, mais en fait, juste, t'as pas envie de reprendre le truc d'un autre qui l'a fait n'importe comment, avec des mauvaises conventions et tout, quoi. Ouais, non, pour moi, c'est un peu un mauvais procès, pas de se poser ces questions, mais c'est un mauvais procès de la part d'un certain nombre de développeurs et développeuses qui pointent le no-code en disant mais vous êtes dépendant d'un outil, vous êtes dépendant d'un prestat, vous êtes dépendant... Bon, c'est quelque chose qui existe partout, dans des degrés divers. Est-ce que c'est plus prononcé dans les outils no-code? Indubitablement. Est-ce que c'est spécifique aux outils no-code? Non. Euh, et, et pour moi, c'est malhonnête de prétendre que c'est quelque chose qui vient d'apparaître, même si tu codes tout, parce que comme tu disais, tu es dépendant de la personne qui a développé. Enfin, même si tu recrutes un développeur ou une développeuse, enfin, si cette personne-là part, ben, t'as intérêt à avoir Bien les bons sûr. process, la bonne personne qui chapeaute l'équipe, etc., pour que ce soit réutilisable et pour pas avoir à tout mettre à la poubelle. Tu es dépendant de langage, de framework, d'hébergeurs, etc. Et même là-dedans, les mauvaises surprises existent. Elles sont de différents niveaux. Euh, L'avantage dans le no-code étant que tu peux quand même euh, développer et redévelopper, si besoin, plus rapidement. C'est-à-dire que tu peux développer ta solution sur 2 plateformes no-code différentes, ça t'aura toujours coûté moins cher ou le même prix que la développer une fois avec du code, et je parle même pas des coûts de maintenance, qui seront toujours plus élevés sur une solution en code. Tu vois, c'est marrant d'ailleurs ça, parce que ça, c'est quelque chose qu'on disait pas mal au début aussi, quand on faisait nos webinaires et tout. Enfin, tu vois, ce côté, tu fais un MVP, puis quand tu passes à l'échelle, tu le jettes à la poubelle, et puis tu le fais redévelopper, ou tu passes sur un autre outil, ou un truc comme ça. Et en fait, c'est drôle parce que à l'époque, ça passait bien comme message, parce qu'en fait, comme les outils, tu vois, étaient un peu moins développés, étaient un peu moins puissants et tout, alors que maintenant, ça devient plus difficile de faire accepter ça aux gens parce qu'ils se disent, bon, en fait, j'ai fait un truc sur Bubble, par exemple, bah, c'est carré, c'est puissant, machin. Et ils ont plus de mal à se dire, je vais le mettre à la poubelle, quoi. Alors qu'en fait, finalement, c'est toujours la même chose. C'est pas... De toute façon, rien n'est... Tant que... Enfin, ça, c'est rentable de passer sur autre chose. Mais je trouve qu'il y a plus d'attachement qu'il y a pu avoir à une époque où nous, on était très à dire, voilà, ce truc-là, c'est pas grave, tu fais un truc. Ce principe aussi de l'itération ou de vite se planter, tu fais un truc, tu jettes, tu refais d'une autre manière. Enfin, voilà, c'est... Mais je trouve que ça s'est un petit peu perdu parce que, je sais pas, on sacralise un petit peu plus peut-être ce qu'on produit maintenant avec les outils no-code, quoi. Bah, Pas le même aussi, engagement, quoi. probablement aussi parce qu'on a touché d'autres personnes, d'autres publics, d'autres clients. C'est-à-dire que les premiers utilisateurs étaient effectivement sur du MVP, on développe rapidement, éventuellement, enfin pour tester, et puis éventuellement on jette derrière. Mais là, il y a d'autres personnes qui soit n'ont pas le même état d'esprit, soit juste n'ont pas les moyens. Ils se disent, bah, moi, ce que je peux mettre, ça me permet de développer avec des outils no-code, ça me permet pas de développer avec du code, et ça me permet encore moins de développer 2 fois. Et c'est l'avantage des outils no-code, c'est que ça permet d'élargir, on va dire, la base et élargir le champ des possibles. Mais évidemment, en fait, c'est pas parce qu'une personne a moins de moyens qu'elle a moins de demandes, moins d'attentes, moins de contraintes. Et c'est un peu avec ça qu'on doit composer, je veux dire, le mouvement tout entier. C'est que c'est pas parce que c'est un petit client ou un petit projet que tout le reste va être petit. Mm. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les éditeurs essayent de plus en plus d'aller vers les clients enterprise, etc. Parce que ce sont des clients qui, certes, ont des exigences un peu plus, on va dire 2 fois plus élevées, mais ils payent 10 fois plus. Donc, bon, bah, l'un dans l'autre, on s'y retrouve pas mal. Et c'est vrai que je comprends que pour un éditeur, surtout si on doit reporter à des investisseurs, etc., c'est de plus en plus défendable de dire, bah ouais, bah, je vais continuer à faire un produit pour les makers, etc. Les gens pourront utiliser gratuitement ou payer $10 par mois, etc. Quand à côté, pour sensiblement la même chose, il y en a qui sont prêts à payer non pas 10, mais $100 par mois par personne. Et... Bah, là, ce que tu évoques là, tu vois, moi je trouve que c'était vraiment un des trucs de l'année 2022, même 2023. Enfin, c'est vraiment ce tournant assumé qui a été fait par beaucoup d'éditeurs d'outils no-code de dire désormais, ce qui nous intéresse, c'est les clients entreprises. Les premiers, je trouve, à l'avoir dit le plus clairement, c'est Glide.
à Mhm. l'occasion d'un changement de pricing. Hein, c'est toujours un changement de pricing qui introduit ce genre de choses. Euh, voilà, il le disait, nous, enfin, on a souvent des échanges avec eux et tout. Et voilà, nous, on veut pas que vous veniez sur Glide pour faire Airbnb, vous lancer des projets et tout. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez des produits internes pour vos équipes, etc. Et donc, le pricing va avec et tout, quoi. J'ai entendu exactement le même discours avec Softer, par exemple. Là, quand on était à la No Code Week, on a eu une présentation de quelqu'un de Softer, et elle le disait. Alors, c'est intéressant parce elle le disait à un parterre de makers, de no-codeurs et de no-codeuses. Et elle disait, non, on veut pas oublier d'où on vient, on sait que vous êtes là et tout, on veut, mais quand même, ce qui nous intéresse, c'est le business des entreprises. Après, franchement, moi tant que c'est dit clairement, tu vois, et sans, je trouve que c'est entendable, c'est normal, c'est du business. Moi, ça me fait chier parce que je trouve que c'est dommage, mais il faut être réaliste, tu vois. Et c'est vrai que c'est quand même un truc assez global, quoi. C'est-à-dire que quel est l'outil qui reste Il y a peut-être Adalo, c'est les seuls encore, je ne sais pas, qui n'ont pas clairement dit qu'ils voulaient être utilisés par des entreprises. Mais c'est globalement ça. Après, bon, je veux dire, quelque part, c'est vrai qu'il faut faire une distinction, mais on le voit dans la communauté entre les passionnés, les hobbyistes, on va dire un petit peu, qui construisent des applications dans leur garage comme ça pour s'amuser. Et puis, ce qui est quand même finalement, je pense, le cas de la plupart des makers, qui est, enfin, tu vois, quand tu travailles pour un client, tu es toi-même une entreprise. Et tu travailles pour une entreprise, donc tu es le proxy en fait de software pour l'entreprise cliente à la fin. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage, tu vois, qu'ils aient ce discours. Et que voilà, tu vois, c'était un truc aussi que j'avais un peu entendu au No Code Summit, tu vois, qui est quand même un événement commercial, et les éditeurs, enfin, tu vois, au final, ils n'ont pas beaucoup trouvé leur business parce que dans les gens qui étaient là, il y avait beaucoup de gens de la communauté qui n'étaient pas là pour signer des gros contrats. Et tous les éditeurs, Mhm. il y avait des gens comme Convertigo, par exemple. Convertigo, c'est une solution qui est intéressante, mais qui n'est pas du tout dans le scope de la communauté no-code. C'est un produit qui est à la fois open source, mais qui a des prix, par contre, très, très importants. C'est un produit vraiment entreprise. Ils étaient là à leur stand, et j'ai l'impression qu'il n'y avait personne qui allait les voir. Mais c'est normal parce que nous, on était là plus excités d'aller voir les gens de Glide ou de trucs dont... Enfin, voilà, mais je sais pas, il y a un shift comme ça qui s'est fait. Je sais pas si c'est grave, je sais pas si c'est quelle est la conséquence de ça, mais ça va peut-être aussi avec la professionnalisation de ce mouvement no code. Mais du coup, en tant que passionné, qu'est-ce qu'on utilise pour faire ces petits projets du dimanche? Je ne sais pas, sachant que je terminerai là-dessus. Désolé, je fais une longue tirade, mais Non, vas-y. Softer, par exemple, je trouve qu'ils ont un plan gratuit qui est assez généreux. Très franchement, je trouve qu'il est très correct, et donc on peut quand même l'utiliser pour lancer des petits projets, faire des petites plateformes, comme on a vu quand, au début de la guerre en Ukraine, dans les situations de crise, etc. Donc ils ont quand même gardé ça, et ils ont dit, ils le gardent pour leur historique un peu de maker, quoi. Ouais, c'est vrai que sur le sujet des plans enterprise, enfin, le, je comprends que c'est nécessaire et j'ai même envie de dire souhaitable parce que tout ce qu'on veut, c'est que ces outils restent là, restent dans le paysage et pour ça, il faut qu'ils gagnent leur vie et l'enterprise, les grands comptes peuvent clairement les aider à ça parce que bah, nous, on est des makers, on n'a pas forcément les moyens pour faire vivre des milliers de personnes chez Airtable. Après, je pense qu'il y a aussi des conditions. Déjà, c'est que effectivement, ce soit assumé. Moi, c'est un peu une des choses que je reproche au pricing Bubble, c'est que Bubble, depuis le début, c'est autoproclamé comme champion des petits, Mm. des entrepreneurs qui débutent, des gens qui veulent tester les trucs, et du coup, leurs utilisateurs et utilisatrices sont énormément dans cette catégorie. Et là, ils ont introduit un changement de pricing qu'ils euh, acceptent à 2000 mots comme étant un virage vers Enterprise, mais disons qu'ils laissent quand même sur le carreau pas mal de gens. Donc, Mm. je veux dire, la première chose, c'est d'assumer, et la deuxième, c'est, je veux dire, idéalement, de garder, Son ADN, ouais. de garder les makers, les petits, parce que peut-être qu'en revenu, c'est pas à terme le plus important, mais c'est aussi ceux qui Mm. permettent de créer une communauté, de créer une émulation, qui derrière vont aller convaincre les plus gros. Euh, mais disons Mais que ouais. avoir des plans, des logiques de pricing qui permettent de garder ces gens-là dans l'outil, dans la boucle, me semble être vertueux. Et pour moi, c'est une des erreurs de Bubble qui n'a pas segmenté bien entre les différents types de clients. Ils ont logé tout le monde à la même enseigne, là où les plans enterprise, pour schématiser beaucoup, mais on fait payer 3 fois plus cher pour la même chose, mais pour des gens qui ont les moyens et qui sont prêts à Mm. payer pour juste quelques points de détail dont le reste du monde se fiche.
mais qui pour eux est important. Bien sûr, bah, c'est souvent ça, ouais, les plans. C'est comme ça que tu vois, je trouve, moi, dans les pricing des boîtes, pourquoi ils s'adressent aux entreprises, etc. C'est avec des petites choses, des petites fonctionnalités qui sont très spécifiques, mais qui sont vraiment hyper nécessaires. Je sais pas, il y a un truc qui revient, par exemple, souvent, c'est le SSO, le Single Sign-On. C'est vrai qu'aucun particulier n'est confronté à ce genre de choses, mais dès que tu vois ça, c'est toujours le plan entreprise, c'est toujours l'un des trucs différenciants, mais qui est hyper important pour certaines boîtes, quoi. Mais ouais, après, tu vois, c'est vrai que je me souviens très bien d'ailleurs d'une fois où Emmanuel, donc le cofondateur de Bubble, était à un meet-up à Paris en 2019. Et il avait parlé de ça, j'avais trouvé ça hyper inspirant d'ailleurs, ce côté vraiment un petit peu champion des... Tu vois, sa vision, c'était, en tout cas à l'époque, de dire, voilà, il voulait être, je me souviens de l'expression, ça m'avait marqué, c'était la première fois que je l'entendais, d'un top of mind, tu vois, d'être aussi connu que PowerPoint, c'est-à-dire d'avoir des millions d'utilisateurs qui construisent avec Bubble. Et il avait aussi cette vision, qu'il a partagée plusieurs fois, de se dire, en fait, et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un truc, enfin là je me rends compte en le disant qu'il n'en parle plus du tout. C'était à une époque où, bah voilà, quand tu voulais aller lever des fonds, bah, il fallait avoir un marché potentiel d'1 milliard, quoi. Voilà, sinon les fonds ils te parlaient pas. Si tu venais et tu disais, moi je veux faire une petite start-up qui va s'adresser à 1000 personnes qui ont un problème hyper spécifique, aucun fonds n'allait te donner de l'argent pour construire ta start-up. Et donc en fait, Emmanuel, à cette époque-là, et la vision de Bubble, en tout cas, c'était de se dire, bah, avec Bubble, tu peux faire ça parce que tu peux le faire toi-même. Tu vas faire ton petit produit qui s'adresse à 1000 personnes, qui va te faire que tu vas pouvoir dégager un salaire et tu vas pouvoir en vivre, quoi. Sauf que le problème, c'est que ça, c'était une très belle vision. Moi, je trouvais ça hyper inspirant à l'époque. Et parce que je pense que c'était le cas, tu vois. Sauf que si tu changes le pricing et que tu fais que c'est plus possible, que si tu veux faire ton truc pour 1000 personnes tout seul et que ça te coûte, en fait, la moitié, enfin, tu vois, autant que tu le ferais monétiser. Parce que ça, c'est un truc par contre où Emmanuel a toujours été clair, il a toujours dit, et ça, j'avoue que je trouve que c'est un truc un peu dur à entendre, et ça fait le lien un peu avec ce que dit Mathieu qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, je suis pas convaincu que les outils doivent être gratuits. Ça, c'est un premier truc. Et donc, en fait, Emmanuel, il a toujours dit, bah, si tu as une application Bubble qui a beaucoup de succès, donc qu'elle te coûte cher en abonnement, parce qu'à l'époque, c'était des abonnements illimités, il dit, bah, c'est à toi de trouver un moyen de monétiser ton application. Donc ça, je trouve ça faire, tu vois, c'est-à-dire, c'est OK, tu vois, mais il faut que tu sois pas obligé de faire payer hyper cher ton service parce que en fait tu vas tout donner à l'éditeur, quoi. C'est ça le truc où il faut trouver le juste milieu et c'est très difficile et ces questions de pricing elles sont très difficiles. Par contre, je suis 100% d'accord que c'est normal que les outils soient gratuits et il faut pas enfin soit payant qu'on puisse les tester gratuitement, mais c'est normal aussi de payer pour un service, hein, ça c'est évident, on est tout à fait Ça, d'accord. ouais, je vous rejoins totalement, toi et Mathieu, effectivement, sur le sujet. Mais c'est vrai que enfin, Bubble a de facto changé sa cible, tout en officiellement restant sur le même, sur le même discours, sur les mêmes valeurs. Et pour moi, ça, c'est potentiellement une crise d'identité en puissance pour la communauté. Bubble, dans un premier temps, mais éventuellement nos codes, de manière plus large. Parce que si, là, pour l'instant, il y a encore un peu de temps, le nouveau pricing, pour la plupart des gens, va pas entrer en action tout de suite, mais dans une grosse quinzaine de mois, bon, qu'est-ce que Ouais. ça va donner? Est-ce que, quand tu dis ça, est-ce que ce que tu vois, c'est le côté... parce que c'est vrai que j'avais jamais vraiment réfléchi à ça, tu vois, mais je vais prendre un autre exemple pour voir qu'on parle que de Bubble et qu'on a... Enfin, mais je trouve qu'il se passe la même chose chez Notion. Notion, pareil, ils ont assez clairement dit, en fait, que voilà, ce qui les intéressait, c'est ces entreprises. Et en fait, je trouve ça assez étrange parce que je me dis, putain, mais Notion, en fait, ils ont des millions d'utilisateurs, ils doivent quand même déjà pas mal gagner leur vie. Alors, le problème, c'est que toutes ces boîtes, on l'a dit tout à l'heure, ils ont levé beaucoup d'argent. À un moment, tu as quelqu'un qui attend derrière aussi de récupérer ses sous, Mmh. quoi. Et de pas juste récupérer ce qu'il t'a donné, mais fois 5, fois 10, fois 20, quoi. Donc ça, c'est déjà aussi, je pense, c'est malheureusement une des raisons pour lesquelles il y a ces shifts. Mais par contre, c'est vrai que ce qui peut se passer, là, je sais pas, quand tu parles de crise d'identité, ça me... Chez Notion, par exemple, j'ai entendu plusieurs fois, je vais pas les nommer pour pas les mettre dans le bras, mais des ambassadeurs Notion se plaindre de cette vision toute entreprise, etc. Et, sauf que ces ambassadeurs-là, c'est des particuliers, c'est des makers, c'est des gens passionnés. Donc tu vois, il y a une espèce de dissension où je me dis, c'est vrai que Notion pourrait perdre ses ambassadeurs en étant trop focus sur l'entreprise. Et donc en fait, ça fait un vrai problème parce que tu perds ton lien, ton ancrage
dans la communauté. Alors peut-être qu'ils s'en foutent en fait, hein. Peut-être que tant qu'ils vendent des licences, ils sont contents, mais c'est vrai qu'en termes d'identité, c'est un peu triste, quoi. On a exactement le même sujet dans la communauté Airtable où, pour l'instant, c'est une grogne légère, mais de plus en plus, il y a des irritants avec des choses, des priorités qui semblent un peu loufoques pour des makers qui pratiquent l'outil au quotidien, qui ont peut-être plus de sens d'un point de vue enterprise. Mais c'est vrai qu'il y a finalement un grand écart qui s'amorce pour les éditeurs. Et là aussi, je pense que mathématiquement, ils ne le réussiront pas tous parfaitement. Il y en a forcément qui vont se planter, pas forcément jusqu'à mettre la clé sous la porte, mais il y aura, pour certains éditeurs, il y aura probablement un schisme avec une partie de Mhm. leur communauté, voire des fans de la première heure. Et après, est-ce Ah, que c'est quelque chose dont on peut se remettre ou qui est fatal à long terme? Ce sera un autre sujet le moment venu, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions et on a sûrement une vision déformée étant dans la communauté pour la grande majorité du côté des makers, des petits, etc. Euh, et on ne se rend pas compte, et peut-être que en fait, les éditeurs et les enterprises n'ont pas besoin de nous pour fonctionner, et que la communauté a servi à propulser un outil, mais que derrière, en fait, c'est pas très, très important. Peut-être, peut-être. Mais c'est vrai que c'est... on voit quand même une dérive vers des horizons qui sont pas forcément Après, tu nôtres. vois, je pense qu'on a une vision un petit peu biaisée, effectivement, du fait d'être passionné, de faire partie de la communauté, et en plus d'être un peu des commentateurs, quoi. Parce que tu vois, moi, si je regarde bien, si j'essaie de prendre... Tu vois, par exemple, Airtable, tu vois ce que t'évoques, cette grogne, etc. En fait, moi, je la vois pas, tu vois. Pourtant, je veux dire, on vend une formation Airtable, c'est le produit qu'on vend le plus. C'est un outil que moi, j'adore, j'utilise vraiment au quotidien. En fait, j'ai jamais mis les pieds dans leur community forum. Alors, ils ont pas de programme d'experts ni rien, donc je peux pas le passer, mais tu vois, enfin. Et en fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que en fait, je m'en fous un peu, tu vois. C'est-à-dire que moi, tant qu'ils augmentent pas leur prix de manière déraisonnable, euh, enfin, tu vois, je veux dire, je suis content de payer. Alors, bon, je vais te dire un truc, c'est qu'en fait, on a de la chance, on paye pas Airtable parce que on a des milliers de, enfin, ouais, on a littéralement des milliers de dollars de crédit parce que on invite beaucoup de gens en fait dans Airtable. Mais honnêtement, c'est un truc. Par contre, on paye cher Xar. Enfin, pas Xar, pardon, Zapier. J'ai lu Xar en même temps, donc ça m'a fait. Mais je paye Zapier et Airtable avec plaisir, tu vois, parce que ça me fait gagner du temps. Et c'est pareil, tu vois, Zapier, pour le coup, Zapier, je suis expert, je fais partie de leur programme d'expert, enfin, mais je me sens pas du tout ambassadeur. Bon, en plus, je pourrais pas vraiment. Enfin, tu vois, Zapier, en plus, pourtant, ils en ont rien à foutre de leur communauté. Zapier, c'est vraiment. Ils sont au-dessus de tout ça, tu vois. Mais je sais pas comment dire, tu vois, il y a un truc où. Ça dépend, ça me touche pas pareil sur tous les outils, tu vois. C'est-à-dire, si je, après, peut-être qu'un jour, ils feront un truc vraiment que je vais trouver dégueulasse, tu vois, Airtable, et là, ça me fâchera, mais Non, mais je suis d'accord. C'est des grognes de gens qui aussi ont l'habitude d'échanger autour de l'outil. ouais. On a un groupe d'experts, experts Airtable, on échange beaucoup et c'est vrai qu'on a des irritants qui nous reviennent beaucoup. Et il y a aussi un peu de l'émulation, Hmm. on partage nos grognes et on s'énerve tout seul. Mais Et euh, c'est sur les choix de fonctionnalités, par exemple, aussi, un peu sur la roadmap, des choses comme ça, ou c'est. c'est, bah, j'ai envie de dire, c'est du product management au sens large. Ouais, ok, ouais. C'est des fonctionnalités qui sont déployées et puis qui sont enlevées juste après. C'est des choses basiques qu'on attend depuis je sais pas combien de temps parce que c'est indispensable pour bosser, mais ils vont nous sortir le changement de la couleur de telle ligne en priorité alors que tout le monde s'en fiche. Enfin, Hmm. Ouais, c'est vrai. c'est euh, il y a énormément de points voilà, sur lesquels moi je râle personnellement sur le product management. Je me dis, mais est-ce qu'ils utilisent vraiment leur outil, mais vraiment au quotidien de manière intensive, ou est-ce que c'est juste comme ça pour tester? Est-ce que c'est pas plein de petits product managers décentralisés sans vision ensemble, sans priorisation, je sais pas exactement ce qui se passe, mais voilà. Après, Ouais. ça c'est sûr, c'est du chipotage d'initié à ce stade. C'est pas le plus important. Mais qu'est-ce que ça donnera à terme? Je sais pas, parce que c'est aussi des petits irritants dans lesquels des, des concurrents peuvent Ouais, s'engouffrer. bien sûr, bien sûr. Ça, je veux On, dire, c'est on- c'est tout bénef pour nous, hein, mais Ouais, ouais. Ouais, mais tu vois, tu sais, c'est intéressant, tu vois, si on fait un petit zoom sur Airtable.
Enfin, c'est pas pour les défendre, hein, parce que des fois, je pense que je vais être un peu. Enfin, moi, je me sens vraiment fan et de aucun outil et ambassadeur d'aucun outil, tu vois. D'ailleurs, enfin, je veux dire, vous me verrez jamais avec un t-shirt Airtable ou un truc comme ou quoi ou aucun. Enfin, moi, je suis pas à part de porter la marque Contournement, je me sens pas de porter aucune autre marque et j'ai pas envie parce que j'ai envie d'avoir mon indépendance. Mais tu vois, à un moment, je sais pas si tu te souviens, bah, évidemment, tu vois, il y a quelques années, donc il n'y avait pas les interfaces encore. Et donc tout le monde Mhm. était sur Stacker, Softer pour construire des fronts à Airtable, c'est toujours le cas maintenant. Mais avec les interfaces, alors c'est pas du tout au niveau où ça devrait être, mais quand même ça avance. Et en fait, tu vois, cette brèche dans laquelle, moi j'étais le premier à dire que tu vois, Stacker et Softer et tout s'engouffraient, bah en fait ils sont en train de la colmater, j'ai l'impression. Et en fait, peut-être qu'ils vont le faire dans un délai de temps qui fait qu'en fait, en fait ça leur aura pas porté préjudice, tu vois. Et donc en fait, c'est là où je me dis, alors je peux me tromper hein, sur ma vision, je suis curieux d'avoir la tienne, mais c'est pour ça que moi sur le product management, j'avoue que oui, il y a des choses que je comprends pas. Mathieu dit par exemple la petitesse du cadre des formules, c'est vrai que pour moi c'est inconcevable. Je comprends pas pourquoi on peut pas l'agrandir ce cadre des formules, c'est insupportable de travailler dedans. Si, on peut l'agrandir. Tu peux l'agrandir maintenant? Je me souviens plus. Mais enfin Oui. de base il est tout petit quoi, tu vois. Enfin, non, il s'agrandit en même temps que tu tapes. Tu peux l'agrandir? Il y a une poignée pour l'agrandir. Ah ouais, bon, quand même. Mais bon, il y a des trucs. Enfin, pendant longtemps, il n'y avait pas la coloration syntaxique, etc. Oui, ça, Ah, ça on peut fait. l'agrandir. Bon, tout le monde dit. Bref, mais je sais pas. Le product management, c'est un métier, quoi. Et donc, je me dis, il y a des fois, peut-être à tort, hein, mais je me dis, en fait, s'ils font des choses, s'ils priorisent, etc., ils savent, quoi. J'ai une espèce de confiance un petit peu aveugle, pas. Mais bon, voilà, je Oui, sais pas. Tu vois, oui. je suis curieux de voir sur 5 ans. C'est vrai que nous, comme on suit au quotidien, tu vois, on en parle, on se croise au meet-up. On se dit, ah putain, ça fait chier, le cadre il est petit, tu vois. Et on se le redit chaque mois, tu vois. Mais en fait, dans 5 ans, on n'y pensera plus. Déjà là, on a oublié qu'il n'y avait pas de coloration syntaxique avant dans les formules. Ça, c'était C'est vrai. vraiment relou, tu vois. Là, Ça, c'est depuis. vrai qu'un truc qui manque à partir du moment où c'est arrivé, bon, on est content pendant quelques semaines, et puis après, c'est comme si ça avait toujours été là. Et bon, le gros avantage d'Airtable est qu'ils ont une avance considérable sur la concurrence. Ouais. Les automations, les interfaces, etc. Personne ne fait Ouais, ça. mais tu vois, les automations, ils les ont lancés après, tu vois. Enfin, c'est vrai Oui, que complètement. des fois, ils se font un peu rattraper, puis ils relancent un truc pour reprendre un peu d'avance. Je trouve qu'il y a un truc intéressant. Enfin, en tout cas, je sais pas. Moi, Airtable, je suis assez. Mais bon, après, voilà, si on va dans les détails, Non, Adrien, il parle on, de make on et tout, c'est dévie, clair. Il y a plein de choses si on rentre. Et c'est vrai qu'il y a des on, choses, ça rend fou. Hein. Et on se on dit, bah, dévie, moi, si j'étais dev, je le ferais, tu vois. Juste, hop, laissez-moi coder ce petit truc qui m'irrite. Mais bon, c'est un métier aussi, quoi. complètement. Puisqu'on parle un peu de concurrence entre outils, il y a un dernier point que je voulais aborder sur le sujet, c'est les différentes stratégies, et en particulier la stratégie qu'on a vu apparaître, entre autres, suite au déboire du nouveau pricing global. C'est pour ça que je dis vraiment, pour moi, c'est un tournant, qui est une tendance à plus d'ouverture des outils qui sont en open source. Je pense notamment à Noodle, qui est Mm. un outil qui est là depuis quelques temps, mais qui a attiré un certain nombre de personnes. Alors peut-être que c'est rien du tout, parce que c'est un biais d'observation, ou peut-être que c'est plus conséquent, c'est difficile à dire, mais en tout cas qui a attiré des personnes en tant qu'alternative à Bubble, et qui a fait le choix immédiatement après de passer en open source. Justement, dans une logique d'opposition on ne veut pas vous enfermer avec un outil, on veut vous permettre de, Ouais. voilà, de vous sortir voilà, de la situation si ça ne vous convient pas. Et est-ce que ça va être une tendance à l'avenir Parce qu'aujourd'hui, les éditeurs ont tendance à faciliter grandement l'importation, de faire venir depuis un autre éditeur et à t'empêcher d'en partir. Euh, Est-ce qu'il n'y aura pas un peu l'effet inverse de certains éditeurs qui auront comme principal argument de quand vous êtes chez nous, vous pouvez partir à tout moment, qui était au début, Mm. par exemple, un argument de Free, me semble-t-il, quand ils sont lancés dans le mobile, c'est on est moins cher, vous êtes libre, vous n'êtes pas engagé, etc. Sans engagement, ouais. Et ils Mm. ont totalement changé entre-temps. Mais, euh, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils se sont aussi démarqués. Bah, j'ai envie de dire que c'est souhaitable. Moi, la première réaction, c'est de dire Mm. j'espère, tu vois. Là, ce que tu dis, j'espère que c'est une tendance qui va s'amplifier. J'ai l'impression, pour être tout à fait honnête, alors c'est aussi un peu du wishful thinking, comme on dit, parce que moi, je suis quand même
historiquement assez attaché à l'open source, etc. J'aime bien le répéter à qui veut l'entendre que je suis sur Linux, etc. Mais voilà, c'est vrai que c'est un truc que j'ai un petit peu mis de côté, on va dire aussi pour le business, hein, quelque part, hein. C'est-à-dire que cette opportunité qu'on a eu de faire contournement, bah, on l'a fait sur des outils propriétaires, comme on dit, Airtable, etc. Enfin, donc j'ai un petit peu mis ça de côté, mais j'espère que ça va revenir. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir, par exemple, à m'entretenir sur mon podcast avec Olivier de Baserow, Olivier Maes, un Mhm. des cofondateurs. Voilà, mais aujourd'hui, malheureusement, on doit être factuel, Baserow n'est pas au niveau d'Airtable. J'espère qu'ils vont rattraper, qu'ils offriront une vraie alternative. Aujourd'hui, ça offre une alternative sur la partie gestion d'une base de données, enfin, mais ils ont des fonctionnalités un peu élémentaires qui manquent encore. Alors, ce qui est bien, c'est que quand toi tu rattrapes, tu vas plus vite que les gros. On Mhm. voit bien les rythmes de développement de Airtable, etc. C'est considérablement ralenti, alors que les autres donc, peuvent un peu rattraper. J'espère qu'ils auront aussi des spécificités autres que juste Mhm. être open source, qu'ils auront parce qu'il y a des choses aussi, on l'a dit, hein, enfin là, il y a des choses qui sont pas parfaites ni chez Airtable ni chez aucun outil no code. Euh, Il y a un outil, je prends peut-être un autre exemple, il y a un outil qui s'appelle Active Pieces, qui est un outil d'automatisation. En fait, c'est marrant, on a découvert il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a une guilde open source, hein, si ça vous intéresse, qui est en train de faire revivre. Et je pense qu'il y a un lien, c'est-à-dire qu'elle est en train de revivre un petit peu dans l'assaut parce que il se passe des choses au niveau de l'open source. Parce qu'il y a des gens déjà qui viennent dans la communauté, des Mhm. gens comme Walid par exemple, ou d'autres qui viennent de ce monde-là, qui le connaissent. Donc, ils amènent cette connaissance. Et c'est pour ça qu'on va faire un live vendredi, justement. On va un petit peu introduire tous ces sujets-là. Et puis, on va les déployer un peu pendant l'année, quoi. Mais et je pense qu'il y a des éditeurs qui s'y mettent, qui commencent à devenir des vraies alternatives. Et il y a des choses. Donc, on a découvert ActivePieces, il y a un autre truc qui s'appelle Automatish, je crois. Et genre, Automatish, c'est un clone, mais littéralement de Zapier. C'est un clone, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils Mhm. vont sur Zapier, ils regardent et puis ils recodent la même chose. Je veux dire, pourquoi pas? Mais ActivePieces, ce que j'ai trouvé intéressant, alors franchement, à chaque fois, j'essaie de le tester dans ma matinale et il y a des bugs, et donc ça me fait un peu chier. J'aime le cofondateur, il a vu, il m'a envoyé un message sur LinkedIn, il m'a dit, ah désolé, je sais pas d'où ils sont, américains ou quoi. Il dit, ah désolé, t'as eu des bugs et tout dans ton truc, bref. Mais au moins, ils ont un vrai parti pris. C'est c'est pas c'est ni un clone, c'est ils essayent, j'ai l'impression, très sincèrement, de prendre un peu le meilleur de N8N, un peu le meilleur de Make, un peu le meilleur de Zapier, et c'est un truc très intéressant. Et donc, j'ai envie de dire en bonus quelque part, ils ont ce truc d'être open source. Donc, mais c'est vrai. Et le move de Noodle, moi, le problème c'est que je connaissais pas avant, mais on avait regardé, on en avait parlé un petit peu dans le No Code Game avec Stan, et on a vu que ça existait, je crois, depuis 2016 ou 2017. Donc c'est des gens qui sont pas récents. Et si qu'ils aient fait se rendre open source pour attirer les gens, bah, franchement, il n'y a aucun problème, c'est très bien, Mhm. quoi. Enfin, Stan, il avait analysé de se dire, bon, bah, ils sont en train de couler, et puis c'est un peu un geste de désespoir, un truc comme ça. On ne sait pas, de toute façon, on sait pas le. Mais moi, je pense que c'est des gens qui y croient vraiment et qui se Mhm. disent, ok, tu vois, enfin, on y va. Et en plus, bah oui, c'est un argument. Et c'est normal, hein, c'est du business aussi tout ça. Mais, euh, mais voilà. Après, il y a un truc qui est important, je pense, à comprendre dans l'open source. C'est un des sujets qu'on développera, je pense, vendredi. C'est que l'open source, et c'est intéressant, c'est un peu paradoxal dans le no-code. Il faut des utilisateurs, évidemment, comme tous les produits. Il faut des utilisateurs, comme nous, là, qui sommes là à en discuter. Mais il faut aussi des développeurs. N8N, ils ont réussi à attirer autour d'eux un petit peu des développeurs qui vont développer des plugins, qui vont développer des extensions. Ça, c'est surtout pour un outil d'automatisation, c'est hyper important. Les Mhm. gens d'N8N, c'est une petite équipe. Ils ont levé un tout petit peu d'argent, mais ils peuvent pas développer les connexions à tous les outils du monde. Enfin, je veux dire, ils font les principaux, mais ils vont pas. Dans Zapier, il y a 5000 connexions, quoi. Donc, par contre, ils ont des développeurs qui viennent et qui disent, ah bah tiens, moi j'ai envie d'utiliser un 8N, mais il manque la connexion à je sais pas quel service, à Axonote par exemple, qui est un truc français, bah je vais la faire et puis comme ça je la mets à disposition de tout le monde. Donc si tu arrives à fédérer cette communauté de développeurs ou de gens, il y a pas, enfin dans Make par exemple, tu n'es pas obligé d'être développeur pour faire des custom apps. Je sais pas Mhm. si vous avez creusé jusque-là, donc ça c'est intéressant, tu vois. Et si Bon, tu arrives à fédérer c'est des quand gens même un qui peu font technique. ça, Il suffit pas ouais, juste de maîtriser Make. faut Faut un bien peu mettre maîtriser main dans les le cambouis. API, etc. Et puis il faut qu'il y ait une API en face que tu puisses appeler. Enfin, ouais. C'est clair. Mais ouais, franchement, tu vois, donc si il y a les deux, donc ActivePieces, est-ce qu'ils vont arriver à ça, par exemple? Parce que ActivePieces, par exemple, aujourd'hui, tu as, je sais pas, 70 connexions. Bon, même si l'interface est super. Alors après, pour les gens un petit peu plus avancés, tu utilises le module HTTP, tu fais que des appels d'API, et c'est très bien, mais donc voilà, il faut voir. C'est le début. Baserow, par exemple, je sais pas si est-ce qu'ils ont, je me souviens plus d'ailleurs si ils ont cette possibilité de développer des plugins et tout, mais est-ce qu'ils ont réussi à attirer beaucoup de développeurs?
Je ne sais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que le fait d'être open source ne peut pas être le seul argument. Et dans le petit microcosme des clones Airtable, on peut citer Bezero d'un côté, donc, qui, depuis quelques années, a réussi à créer vraiment l'engouement et à attirer des gens. Alors, je ne sais pas s'ils ont attiré énormément d'utilisateurs et d'utilisatrices, mais en tout cas, ils ont suscité énormément d'intérêt. Je sais, au No Code Summit l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui sont sortis du No Code Summit en disant j'ai rencontré plein de gens, et niveau éditeur, je veux dire une chose, c'est Bezero. Mais à l'inverse, il y a NocoDB, qui est un clone open source d'Airtable plus ancien, qui, à ma connaissance, a beaucoup plus peiné à trouver vraiment un engouement, parce que c'est beaucoup plus technique. Il n'y a pas cet énorme avantage d'Airtable qui est que on assure la cohérence et la stabilité de la base de données. Juste, tu modifies tes tables, tes champs, etc., et tout se passe bien. Dans NocoDB, si tu fais pas les choses proprement, ta base de données, elle pète. Et ça, enfin, je veux dire, c'est presque antinomique avec un outil de code. Ah ouais, carrément. Et c'est vrai qu'il y a un curseur à passer au endroit entre attirer des développeurs et en même temps rester un outil utilisable, pas forcément par le grand public, c'est pas l'ambition de tous, mais déjà utilisable un peu plus largement au-delà d'un petit cercle d'initiés. Ouais, non, mais c'est en tout cas, on verra, mais je pense qu'on est au début, en tout cas, 2023. Alors peut-être c'est un biais d'attention hein, que j'ai, mais j'ai l'impression que voilà, là, le début de la discussion est en train d'apparaître, en tout cas en France, voilà, autour de ce sujet vraiment de l'open source. Et c'est pour ça que ça me tient un peu à cœur, même si c'est pas moi l'animateur principal de la guide d'open source, mais qu'elle vive parce que c'est un sujet qui est important. Donc voilà, et qui peut faire évoluer un peu les discussions. Et j'ajouterais juste un dernier truc, parce que tu l'as mentionné, il faut quand même aussi distinguer un petit truc, c'est la possibilité d'exporter ce que tu fais. Et ça, t'es pas obligé d'être open source pour avoir ça. Par exemple, le web, tu peux exporter le code de ce que tu génères, si je dis pas de bêtises, hein, mais tu peux, donc déjà, tu peux l'héberger toi-même. En plus, c'est que des applications front, donc c'est quand même assez accessible pour l'héberger. Enfin, c'est quand même un peu moins compliqué qu'une application back, quoi. Et puis potentiellement, c'est, je suppose, je pense, du Vue.js. Donc éventuellement, des développeurs peuvent repasser dessus. Alors, sachant qu'une fois que des développeurs passent dessus, tu peux plus le remettre dans le web, quoi. Donc c'est un truc qui n'est pas bidirectionnel. Mais voilà, et donc ça, c'est pas forcément open source. Mais je pense qu'en tout cas, quand tu dis le mot ouverture, c'est ça le plus important, quoi. Oui, j'espère vraiment qu'il y aura plus d'ouverture. L'open source, on a une composante, c'est pas forcément la seule manière de le faire. Mais même Make, par exemple, on a la possibilité d'exporter tous nos scénarios sous forme de JSON. Et c'est vrai que c'est utile pour plus largement utiliser l'outil. Des fois, on a besoin d'importer, exporter les scénarios. Des fois, il y a des choses un peu avancées qu'il faut modifier directement dans le JSON pour pouvoir faire la modification, parce qu'on ne peut pas les faire directement dans Make. Mais on peut aussi utiliser ça pour se dire, demain, un éditeur concurrent peut très bien développer un importeur Make c'est là où tu vois le sujet, c'est là où l'open source c'est l'ouverture absolue, quoi. Parce que en fait le problème de ce que tu dis, je pense à mon sens, c'est que malheureusement Make ne communiquera jamais, tout comme Bubble. Dans Bubble aussi tu peux exporter un JSON de ton app. Le problème c'est qu'il y a que eux qui savent interpréter ce JSON à ce jour. Alors personne ne va reverse engineer comme on dit, tu vois. Dans Make ça doit être plus lisible. Dans Make c'est facile, honnêtement c'est facile de comprendre comment ça marche. Bubble c'est illisible. Oui, dans Make, c'est plus de la description des modules et tout. Dans N8N, d'ailleurs, il y a aussi ce mécanisme-là. Donc peut-être que c'est plus envisageable. Mais en tout cas, ça ne sera pas avec le consentement éclairé et volontaire, on va dire, de Make. Tu vois, que quelqu'un va faire un module d'import dans son outil. Par exemple, si N8N faisait un module d'import de scénario Make dans N8N. Tu vois. Complètement. Mais on peut espérer, tu vois, que pourquoi pas qu'ils se mettent d'accord. Tu vois, d'ailleurs, il y a... Je ne suis pas un grand spécialiste du RGPD, mais dans le RGPD, il y a un des principes qui est le principe, je crois, d'exportabilité, je ne sais plus comment ça s'appelle, et d'import. Enfin, en fait, normalement, les services devraient tous être plus ou moins compatibles entre eux. Bon, on en est évidemment tellement loin que je n'ai pas envie de dire qu'un effort. Mais maintenant, tu peux exporter tes trucs, tous les GAFAM et tout te laissent exporter toutes tes données et tout, mais tu peux pas réimporter. Tu peux pas exporter tes données de Twitter pour les réimporter dans Instagram, quoi. Donc il y a différentes choses. Il y a exporter les données, mais là, on parle pas uniquement de données, mais c'est de fonctionnalités, de configuration, etc. Et en plus de ça, le RGPD, c'est pour les données personnelles, quoi. C'est quand moi, à titre personnel, j'ouvre un compte sur un réseau social, mais
Dans un outil no-code, on sort assez largement de ce cas-là. C'est vrai que c'est plus difficilement Ouais, ouais. transposable. Pour répondre rapidement à quelques points, il y a beaucoup de points dans le chat, on ne peut pas prendre tout, mais Mm. il y avait quelques remarques et questions que je trouve intéressantes. C'est une remarque de Mathieu qui disait qu'un un point de bascule probablement du mouvement no-code qui s'appellera probablement plus no-code à ce stade, c'est quand les développeuses et développeurs embrasseront vraiment le mouvement et l'utiliseront comme une manière d'accélérer et d'étendre ce qu'ils peuvent faire, plutôt que d'être un peu dans une guerre de tranchées qu'il y a aujourd'hui où les gens qui disent allez venez, le no-code c'est facile, et les gens en face ils disent non mais rien ne vaut le code, vous fourvoyez, alors que il y a quand même beaucoup de développeurs et tu en fais partie, qui voient l'intérêt du no-code sans pour autant dire le code c'est Ouais. fini, c'est mort, ça sert à rien. Enfin, il n'y a pas une opposition, et c'est vrai que quand on arrive à faire cette synthèse-là, on aura fait un grand pas en avant, Ouais. mais ça prendra, je pense, un peu de temps encore. Ça, c'est en cours, je pense. Ça a commencé, en tout cas. Oui. On a des exemples. Et encore une fois, l'open source, je pense, va aider à ça. Parce qu'il y a aussi des développeurs qui veulent pas. Il y a quand même dans les développeurs, il y a tout, hein, surtout aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont accédé à ce métier récemment, mais historiquement, la plupart des développeurs sont assez attachés à l'open source. La plupart des langages sont open source. Enfin, moi, je me souviens très bien que quand j'ai commencé, donc dans les années 2000, ça date un peu, mais quand j'ai commencé ma carrière. euh, En fait, Microsoft, c'était le mal absolu, quoi. Je veux dire, et les outils fermés, etc. Mais genre, c'était un peu la honte d'aller bosser sur je sais pas, du C Sharp, du .NET, etc. Enfin, en tout cas, peut-être dans mon prisme, il y avait des développeurs comme ça, mais un peu pour les gens qui étaient un peu. Enfin, Mmh. voilà, moi, j'ai fait mes études à la fac, donc c'est pour ça aussi, mais côté un peu, ouais, le vrai truc, c'est l'open source, et on se réclame tous voilà, des années 70, du MIT, de toutes ces choses-là, et donc il y a un peu cet héritage. Et donc voilà, et je pense que je sais, en tout cas, j'ai déjà eu cette discussion avec des développeurs ou même des agences qui veulent pas aller sur le no-code parce que pour l'instant, ils considèrent que le no-code, c'est que des trucs propriétaires et fermés, etc. Donc ça va aider aussi. Après, il y a des développeurs pragmatiques qui, par exemple, des développeurs back-end, ça les saoule de faire du front-end, ils utilisent Retool et ils sont super contents, ou ils utilisent Web, enfin, Ou vice-versa. et vice-versa, hein, exactement. Il y avait une autre question de Carole sur le fait de... On a parlé beaucoup d'enterprise, et Carole demandait, mais est-ce que ça va se traduire en offre d'emploi si les entreprises se mettent aux outils no-code? Est-ce qu'on va voir des offres d'emploi arriver? Parce que c'est vrai que pour l'instant, ça reste encore assez timide. Je pense qu'il faut faire la distinction. Il y a d'un côté des outils, on va dire, avancés, je sais pas, Bubble, Xano, WeWeb. C'est pas des outils où tu te dis, bon, une heure dans ma journée ou dans ma semaine, je vais en faire un peu, etc. Et le reste du temps, je fais autre chose. C'est des outils à temps plein, donc ce sera pour des profils encore assez techniques, pas forcément des codeurs de formation, mais ça reste pour des profils techniques et des postes, je pense, qui vont être spécifiques sur ces outils. Et après, le reste des outils, des Airtable, des Zapier, des Make, des Notion, etc., ça va petit à petit remplacer ou se mettre à côté de la suite Office. Tout le monde met dans son CV Word, Excel, PowerPoint, même si ça veut rien dire, parce qu'il y en a qui sont extrêmement bons et d'autres qui savent juste faire du traitement de texte basique sur Word et c'est tout. Mais demain, à côté de ces outils, il y aura Airtable, il y aura Make, etc. Parce que c'est une compétence que tu ajoutes à côté de ce que tu fais. Il n'y a pas besoin de passer ta journée sur Make pour l'utiliser. Tu peux très bien avoir un métier bien défini et utiliser Make comme outil à côté pour te simplifier la vie. Et je pense qu'il y aura un peu ces deux tendances. Il y aura des offres spécifiques sur certains outils, oui, mais aussi beaucoup d'offres plus génériques qui correspondent à des métiers déjà existants, où les outils no-code vont venir Moi, étendre. je vois ce que tu veux dire. Je pense que je distinguerai un peu si si je reste sur cette partie tu vois, que tu évoques, Airtable, Make, etc. Notamment, bon, si on prend Airtable par exemple comme exemple, je suis assez d'accord, je pense que ça va rentrer, tout le monde va mettre ça dans son CV à côté d'Excel. Tu vois. Mais en fait, la plupart des gens qui mettent Excel dans leur CV ne savent pas faire des formules, des tableaux croisés dynamiques et tout. Et en fait, je pense qu'il y a une distinction assez forte à faire entre savoir utiliser Airtable comme un utilisateur, enfin et le savoir l'utiliser comme un créateur, comme un maker. Complètement. Donc il y a celui qui fait le système, qui va créer, je sais pas, admettons un CRM avec Airtable, qui va faire les automatisations, qui va décider du schéma de la base de données, etc. Et puis il y a ses collègues qui vont juste l'utiliser en tant que consommateurs, qui vont rentrer les commerciaux, qui vont rentrer les données dans le CRM. Et donc ça, pour moi, ces gens qui vont remplir les données dans le CRM, c'est ceux qui ont mis juste Airtable dans leur CV, comme ça, à côté d'Excel. Et puis voilà. Et donc ça, c'est
Ok. Mais moi, j'ai envie quand même de croire, mais bon, évidemment, c'est un peu parce que c'est ce qu'on vend aussi et tout, mais j'ai envie de croire qu'il y aura des postes quand même, comme ces outils vont devenir de plus en plus dans les boîtes, des postes un peu de makers, donc de gens qui ont des compétences plus avancées, tu vois. Ou si je prends Glide, par exemple, moi, je crois quand même que le fait, ce qu'on évoquait, tu vois, le fait de se tourner vers les entreprises va ouvrir des portes pour les professionnels. Parce que je pense que, par exemple, une DSI qui aura adopté Glide, alors est-ce qu'il va y en avoir en France? Bon, je ne sais pas si c'est un problème, mais une boîte qui a adopté Glide et qui a pris l'habitude, qui aura un ou deux ou trois personnes qui vont faire des applis avec Glide pour le reste de la boîte. Ça, je pense que, enfin, j'ose espérer que ça va arriver parce que, enfin, franchement, moi, en fait, on parle souvent de ça chez Contournement, les tool guys et les tool girls, quoi. C'est-à-dire, dans une boîte, tu as toujours la personne un peu genre. J'ai rencontré quelqu'un hier, c'était vraiment ça. C'était une personne dans sa boîte, une boîte qui n'a rien à voir avec la tech. Et bah, c'est la personne qui a ramené Airtable. Elle a convaincu ses boss d'utiliser Airtable. Et ses boss étaient réticentes, hein. Mais voilà, elle a montré par l'exemple, elle a construit un petit outil qui leur a facilité la vie. Et tu vois, ça, je pense que ça va se répandre, parce que c'est ça pour moi le gros truc du no-code, c'est de faciliter la vie aux gens dans les entreprises, aussi dans les assos et tout, mais c'est pareil, de toute façon, une asso, elle va aussi recruter quelqu'un, un maker, un no-codeur, une no-codeuse, qui va lui construire des applications, quoi. Et ça va pas être des milliers de postes, mais moi, je pense que dans chaque boîte, il pourrait y avoir un poste comme ça, de la personne qui outille les autres grâce au no-code, quoi. Mm. C'est vrai. J'espère, on verra. C'est vrai qu'il en faudra aussi, et sur les boîtes plus ou moins grandes. Euh, on clôt avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir s'étendre énormément, Mm. mais ce On serait n'en a pas dommage. parlé finalement. Je pensais qu'on en avait parlé beaucoup plus tôt, et puis Et finalement, ouais, non, c'est vrai que c'est pas pas arrivé trop dans la prévenu. conversation, mais on ne peut pas finir voilà, sur notre discussion sur quel avenir sur le no-code, enfin pour le no-code, sans parler de l'intelligence artificielle. Toi, de ton côté, déjà, enfin pour planter un peu le décor, vous avez face à vous un peu les deux extrêmes entre Alex qui est le fer de lance, un des fers de lance de l'IA dans le no-code, qui utilise ChatGPT tous les jours et qui en parle tous les mardis matins sur Twitch, et moi qui n'ai littéralement jamais utilisé ChatGPT. J'ai dépanné un Ah ouais? certain nombre de personnes qui Ok. utilisaient ChatGPT, qui disaient ChatGPT m'a sorti ça, qu'est-ce que j'en fais? Je les aide à comprendre, mais non, j'ai jamais Ah, utilisé c'est moi-même. intéressant, on n'en avait jamais parlé, donc je savais pas. Mais Euh, ouais. toi, à quels usages tu crois pour l'intelligence artificielle dans le no-code? Alors je pense que c'est très tôt. Euh, En fait, moi j'ai un peu distingué trois choses. Genre justement, donc là je vous partage un truc auquel je réfléchis depuis plusieurs semaines parce qu'on a fait une petite formation autour de ça, un petit cahier de vacances. Et comme je le disais au tout début, en fait, ça a vachement impacté les outils no-code. Et donc en fait, dans les outils no-code, il y a ceux qui te permettent de travailler avec les IA, Make, Zapier, etc., qui ont Mhm. intégrer des moyens pour t'aider à automatiser les IA. Parce que moi, déjà, le premier truc quand même que je veux dire, c'est que je me sers assez régulièrement, effectivement, de ChatGPT, mais taper du texte et converser avec lui ou avec elle, enfin, bref, ça c'est un peu humaniser ChatGPT aussi, je pense que c'est un peu problématique d'ailleurs, mais euh, pour moi, c'est assez impressionnant, mais c'est pas une révolution, c'est pas ça qui change pour l'instant nos vies. Par contre, automatiser, franchement, j'ai des usages effectivement que je trouve assez intéressants maintenant. Enfin, je parle tout le temps là de comment j'ai résumé toutes nos vidéos de formation grâce à ça. Ça, c'est quand même assez génial, quoi. Enfin, il y a plein de petites choses, quoi. Mais donc voilà, donc il y a les outils pour faire ça. Il y a ceux qui ont intégré les IA pour générer du contenu. Par exemple, dans Softer, dès que tu veux mettre une image dans ton truc que tu as créé avec Softer, et bah, il te propose de générer une image avec Dali, quoi. Donc, alors en plus, bon, c'est vrai qu'il raconte un peu n'importe quoi. Donc, il faut faire attention des fois aussi. Il faut faire preuve de discernement quand comme dans beaucoup de choses dans la vie, mais quand on travaille avec ChatGPT. Mais le, donc, ça, c'est l'usage sur le contenu. Dans Notion aussi, il y a pas mal ça. Et puis après, il y a un troisième truc qui est aussi intéressant qui est arrivé, c'est l'usage de l'IA pour te faciliter l'utilisation des outils no-code. Et ça, on est au tout début de ça, mais je pense que ça peut être intéressant. Je pense qu'il peut se passer quelque chose qui va changer les trucs. Donc, en fait, par exemple, maintenant, quand tu vas dans Zapier, il y a une case où il te dit décris-moi ce que tu veux automatiser, je vais te faire le zap. Franchement, ça marche super mal. Honnêtement, c'est une fonctionnalité en bêta. Pour moi, c'est un gadget. Surtout quand tu fais du Zapier, que tu as l'habitude de faire du Zapier, ça n'a aucun intérêt. Ça,
Make, ils ont fait une vidéo pour annoncer la même chose. Très franchement, je trouve ça ridicule. C'était juste pour dire, vous inquiétez pas, les l'IA, c'est bon, là, on n'est pas complètement à la ramasse, quoi. Mais franchement, franchement, dans Make, ça va vraiment super vite, quoi, de créer des modules et tout. Enfin, c'est un des points forts de Make par rapport à Zapier, quoi, à la limite. Mais, par exemple, enfin, on est au début de ce truc-là. Mais maintenant, dans Zapier, il y a la fonctionnalité Code by Zapier, où tu peux mettre du code. Donc, si tu sais coder, bah, tu mets du code. Des fois, tu peux grave optimiser tes automatisations grâce à ça. Bah, là, il te propose de générer du code aussi. Dans WeWeb, tu peux démarrer plus vite ton projet en lui disant ce que tu veux, quand tu veux des layouts, des choses comme ça. Et ça, je pense que ça peut être intéressant parce que ça peut peut-être rendre plus accessible des outils. Ça peut permettre d'aller plus loin dans leurs fonctionnalités. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment le truc que je surveillerai le plus, quoi, quelque part. Enfin, en tout cas, par rapport à nous disons du no-code, parce que sinon, tout ce qui est automatisé maintenant, les IA, enfin, avec les outils, franchement, c'est super bien fait. Bon, Zapier, c'est ceux qui ont fait le plus gros push, en fait, à ce niveau-là, puisqu'ils ont même un module spécifique qui est même pas OpenAI ni rien. Enfin, ils ont leur AI by Zapier, qui fait des trucs très intéressants. Ils ont des intégrations OpenAI, enfin, plus poussées, quelque part, que Make. Bon, Make, de toute façon, les gens l'utilisent plutôt, ils vont appeler l'API direct et tout, mais donc ouais, voilà, c'est un peu ça là où on en est, quoi. Mais c'est que ça fait que 6 mois en même temps, hein. Donc dans un an, dans 6 mois, si on se reparle, je pense que Panorama sera encore très différent, quoi. Probablement. Mais après, faut peut-être préciser que l'IA, pour aider à l'utilisation des outils, il y a 2 formes. La première qui marche déjà pas mal, c'est, j'ai une question sur un outil, je demande à ChatGPT, et ça n'a pas besoin de l'intégrer, mais on voit déjà beaucoup de gens de la communauté qui s'en servent. Et puis après, il y a effectivement l'intégration dans À l'outil. l'intérieur, ouais. Je fais un prompt pour configurer quelque chose directement dans l'outil. Ça marche pas trop, et j'ai envie de dire, c'est normal, et c'est peut-être même voulu. Dans le sens où, si tu réfléchis, sur quoi se base cette IA aujourd'hui dans Zapier pour pouvoir sortir des apps? Probablement sur pas grand-chose. Ouais. Peut-être que cette bêta, ils ont fait un truc basique pour, ils repèrent les noms d'app que tu as, ils mettent les modules qui vont en face, mais que le véritable intérêt, c'est de récupérer tous les prompts, tout ce que les gens demandent, et qu'après, ils vont voir quoi en faire, et ils vont potentiellement entraîner une vraie IA sur cette base-là. Et peut-être que la V2 marchera mieux. Ah Mais oui, t'as raison de préciser ça, ouais, que c'est clair. ChatGPT, si ça marche bien, c'est aussi parce qu'ils ont des armées de gens qui font de l'étiquetage de Ouais. données, de l'étiquetage de requêtes, qui permet à l'IA d'y voir plus clair, on va dire, de travailler avec des données plus structurées, mieux exploitables. Et pour une IA qui marche, j'ai envie de dire, c'est un passage obligé. Donc, il y a ceux qui mettront les moyens, mais ils ont quand même besoin d'avoir une matière de départ. Donc, peut-être aussi que c'est pour ça qu'ils lancent des choses très rapidement. Ça n'a pas vocation à marcher tout de suite, mais... Oui, engorger de la donnée, ouais, pour entraîner, effectivement. Ouais. Ouais, oui, non, bah, de toute façon, on est tous d'accord, de toute façon, qu'il vaut mieux lancer vite et puis voir ce que ça donne, hein. Ça, mais tu vois, je veux dire, au moins, bah, Zapier, ils l'ont lancé vite, quoi. Alors que mec, ils ont fait une vidéo pour dire on va le lancer, ça, tu vois. Enfin, franchement, c'est un peu. Mais bon, je me moque un peu, mais c'est pas. Ouais, bah, quand je disais que des éditeurs ont senti qu'il fallait qu'ils sortent sur la vague et qu'il fallait absolument qu'ils annoncent un truc, ouais, effectivement, mec, on fait partie. C'est un peu pareil pour Airtable, hein, d'ailleurs. Airtable, ils sont un peu à la ramasse là-dessus. Après, peut-être qu'ils ont raison de ne pas s'y précipiter non plus, mais c'est vrai qu'on sent qu'ils ont annoncé des trucs qui sont pas accessibles pour dire bon, bah, vous inquiétez pas, quand même, on travaille dessus, quoi. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas annoncé les choses que moi je m'attendrais. Par exemple, Airtable, je trouve qu'il y a une super opportunité pour t'aider à faire les formules, par exemple, ou générer du code pour les scripts, des trucs comme ça. Ils n'ont pas du tout parlé de ça, ils ont parlé plutôt de contenu, trucs autour du marketing. Franchement, j'ai trouvé un peu pas super intéressant, mais bon. Alors même que ChatGPT est plutôt bon pour générer des formules, typiquement. Ouais, alors il faut faire attention quand même, hein. Moi, j'ai essayé de lui faire forcément des formules dont j'avais besoin, mais qui étaient compliquées, que j'arrivais pas à faire moi-même. Bon, elle m'a dit n'importe quoi, hein. Enfin, oui, bah après. Mais il est pas mauvais, c'est clair. Mais si Airtable l'entraînait, tu vois, on revient à ce que tu dis, hein, tu vois, c'est-à-dire que si c'est Airtable qui le faisait, prenait, tu vois, le moteur de ChatGPT, mais qui l'enrichissait avec les données que eux ont de toutes les formules qu'il y a dans toutes les bases, etc. Là, probablement que ça marcherait mieux, quoi. Après, pour moi, une des limites de l'IA, ou du moins une des conditions, c'est que c'est quelque chose qui marche
vraiment pour des gens qui savent déjà, enfin qui ont déjà les compétences, ou qui ont déjà 90% des compétences nécessaires à faire quelque chose. Ouais. Si j'ai jamais touché Airtable ou au formulaire Airtable et que je demande à ChatGPT comment je fais et qu'il me sort un truc, ben, je serais pas plus avancé, peut-être qu'il me donne la bonne réponse ou Je, pas. Et si je suis pas, qu'est-ce qu'il faut 100% d'accord. changer et si oui, bah en fait j'ai rien appris. Enfin, moi j'y vois une opportunité réelle de gagner du temps, d'accéder plus Mhm. simplement à la compétence, vraiment une extension, et Un pas une extension assistant. anecdotique, une extension, une assistance Mhm. vraiment importante. Après, je suis pas totalement convaincu que ce soit un game changer, que ça rebatte fondamentalement les cartes et que ça change totalement notre manière de fonctionner. Alors oui, peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qu'on fera beaucoup plus demain avec des prompts qu'avec une interface graphique, et ça changera un peu le workflow. On commence par un prompt, ça nous sort un truc, puis après on passe à l'interface graphique pour, euh, pour améliorer, pour corriger, pour affiner, etc. Mais j'ai envie de dire, ça c'est juste presque une évolution logique Mhm. de cette abstraction toujours plus haut des outils de développement. Mais pour autant, est-ce que ça changera fondamentalement tout? Est-ce qu'il n'y aura plus besoin de compétences techniques? Est-ce que ça permettra à n'importe qui de faire n'importe quoi tout de suite? J'ai j'ai un peu plus de doutes. On verra. Je suis à la fois assez enthousiaste sur certaines choses parce que j'ai trouvé des usages qui m'intéressent. Pas non plus des millions, hein, pour être honnête, mais quand même, je trouve qu'il se passe quelque chose, quoi. Alors Mmh. après, il y a un discours ambiant, il y a aussi des gens qui disent, si t'as l'impression que bon, si t'as pas ChatGPT+, t'as raté ta vie et tu vas devenir je sais pas comment dire, une sous-population dans les années à venir. Il y a des discours très technocentrés et Mmh. qui me plaisent pas du tout. Mais je pense que ça peu à l'image de Wikipédia ou de la calculatrice, tu vois, ça va devenir un peu un outil Mmh. du quotidien. Mais remplacer sa propre formation et ses compétences par de l'IA est extrêmement dangereux. Moi, je pense qu'il faut se former. Enfin, tu l'as très bien dit, hein, tu vois, franchement, tous les gens qui s'extasient, qui savent pas coder et qui s'extasient à générer du code avec ChatGPT, je comprends le sentiment, mais c'est dommage parce qu'en fait, tu génères du code que tu maîtrises pas, tu sais pas quand il y a une erreur. Alors les gens ils me disent, mais oui, mais c'est génial s'il y a une erreur, tu lui dis qu'il y a une erreur et il te la corrige. Mais en fait, au final, tu as une discussion de 4 heures pour générer 5 lignes de code, tu vois. Enfin, c'est pas. Alors oui, devenir développeur, ça prend 6 mois, 12 mois, 2 ans, oui. Mais il faut voir. C'est aussi pour ça que je trouve que ça valorise les outils no-code aussi, quelque part, tu Mmh. vois. C'est Après, enfin, donc il y a une erreur, il y a les erreurs qui font que ça marche pas, et dans ce cas-là, tu le vois, et puis il y a les erreurs qui font que, en apparence, ça marche, sauf qu'il y a des problèmes de logique, etc. Et là, tu le vois pas et tu te fais avoir. Donc, générer du absolument. code avec ChatGPT, si le but est d'aller comprendre ce qu'il a généré, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est juste pour Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il je prends, je t'explique les réutilise et c'est choses. tout. Ça, c'est un des Ouais, trucs que je trouve assez génial, par contre, ok. c'est qu'il t'explique les choses. Et tu peux lui demander de t'expliquer plus, etc. Donc voilà, moi, j'examine ça, mais c'est vrai que je suis passé d'un stade où j'étais quand même très sceptique à un stade où je suis plutôt enthousiaste, mais en gardant un petit peu, on va dire, de réserve. Et voilà, et il faut voir. Mais pour moi, enfin, c'est le sujet de notre cahier de vacances, c'est vraiment de se dire, l'IA, c'est bien, il se passe quelque chose, mais c'est en conjonction des outils no-code que c'est vraiment intéressant, et en conjonction de la méthodologie. Voilà, bon, ça on va pas revenir là-dessus, mais un peu, mais c'est là où en fait, si on mélange un peu ces trois aspects, on peut commencer à faire des choses que je trouve intéressantes, quoi. Le cahier de vacances, c'est que Contournement a sorti un cahier de vacances qui vise justement à se remettre à jour sur ces sujets d'IA, et il est en vente jusqu'au Exactement. 9 juillet, c'est ça? Exactement, exactement. Et vous avez jusqu'à la fin de la semaine, si vous voulez. On s'est dit, bon, on fait pas trop ça d'habitude, mais on avait envie que ça soit quelque chose d'un petit peu événementiel, et puis enfin, voilà, c'est que le cahier de vacances, tu l'achètes pas le 15 août, quoi. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. On veut que les gens participent sur l'été, et puis qu'il y ait un peu de partage aussi, quoi. Guillaume C'est nous pour dit ça. l'IA peut remplacer des tâches, pas forcément des métiers. Ça va dépendre quel métier, mais j'ai envie de dire, de manière générale, oui, je serais plutôt Ouais. d'accord avec. Bah, il faut toujours quelqu'un qui le commande, quoi. Enfin, je veux dire, finalement, qui lui donne quand même des choses à faire. Il y a toujours.
Mais oui, et puis il remplace certaines tâches. Moi, je pense qu'il faut quand même aussi, il y a beaucoup de choses qui nécessitent une certaine sensibilité, un peu d'humain et tout, quoi. Alors après, bon, il y a des gens qui disent, bah, il est plus sensible que certaines personnes. Enfin, bon, c'est un peu sans fin, quoi. Bon, après, on considère aujourd'hui comme acquis et normal que ces intelligences artificielles puissent gratuitement et sans limite se nourrir de la totalité des contenus du web sans souci de droit d'auteur, Hmm. etc. Je pense que ça ne durera qu'un temps et que peut-être que les intelligences artificielles de demain seront plus performantes sur les modèles d'apprentissage, mais en fait moins performantes dans leur fonctionnement parce qu'elles auront accès à des jeux de données beaucoup, beaucoup moins fournis. Voilà, c'est des débats qu'on a sur la génération de texte, mais aussi d'images avec des Oui, mid-journées bien sûr. Ouais. où les artistes et photographes disent mais Hmm. attendez, ils utilisent directement notre travail de quel droit, sur quelle base, etc. C'est vrai que ça Hmm. pose énormément de questions. Mais j'ai bon espoir que, tu vois, ces choses-là vont être... Enfin, l'Europe, tu vois, se penche sur la question. Alors, ça va prendre du temps et tout, mais c'est vrai que je trouve que assez tôt, toutes ces considérations sont rentrées dans la discussion. Mm. Et c'est vrai, hein, tu vois, mais franchement, tu as tout à fait raison de le dire, tu vois. Et j'avoue, moi, j'utilise beaucoup Midjourney maintenant. Alors, j'essaie de pas l'utiliser dans le style d'un auteur enfin, précis. Néanmoins, il y a forcément une inspiration quelque part. Il y a quelqu'un qui a produit quelque chose qui a inspiré l'image que j'utilise. Et donc ça, c'est vrai que je le mets un petit peu de côté pour l'instant, mais j'ose espérer que ça sera pris en compte parce que ou alors qu'ils seront entraînés qu'avec des modèles libres, ou alors je sais pas, enfin il y a Mm. différentes manières de faire, mais ça c'est un petit peu comme le no-code et l'open source, quoi. C'est-à-dire on est tellement au début, il faut aussi laisser un petit peu de temps pour que pas trop non plus. Dans l'IA, ça va tellement vite qu'il faut pas trop laisser de temps, sinon les choses vont devenir un petit peu hors de contrôle, mais ouais. Il y avait deux questions peut-être sur le cahier Ouais, de vacances, je je te peux laisse répondre très, répondre. très rapidement. Alors, est-ce qu'on apprend à lui parler? Donc, je suppose que c'est au sujet de l'IA. Il y a un petit module, effectivement, que c'est pas moi qui l'ai fait d'ailleurs, c'est Thomas Boyle. En fait, qui est, je pense, la personne dans la communauté No Code avec Arnaud qui anime le vendredi matin un live sur Twitch sur le No Code et l'IA, qui sont, je pense, les personnes les plus avancées. Et donc, Thomas fait un petit module dans notre cahier de vacances où il donne des conseils pour écrire des prompts, etc. Donc, c'est pas vraiment apprendre à lui parler, mais c'est plutôt faire des prompts, comment le commander, des choses comme ça. Donc, des grands principes. C'est pas une formation vraiment à ChatGPT, hein, je préfère le préciser, mais c'est sur des principes. Il y a une vidéo aussi sur Midjourney, sur un peu des principes, prendre un petit peu de recul et effectivement, voilà, pas prendre un petit peu le train en marche. C'est certainement pas une formation pour devenir prompt engineer ou je ne sais quoi. Voilà. Et pour et évidemment, par contre, une fois que si vous achetez le cahier de vacances, qui nous fera très plaisir, vous avez accès à vie. Enfin voilà, c'est pas du tout. Il n'y a pas accès juste sur l'été, quoi. On garde les vidéos, vous avez accès tout le temps, quoi. Et oui, j'ai fait beaucoup de mid-journée pour ma formation, pour ma présentation au WebSoudé. Ouais. Je Où suis tu content avais que ça plaise. transformé la communauté no-code en équipage de Star Trek. Exactement, exactement. C'est un truc qui me tenait à cœur. Ça, moi, c'est un truc que j'aime bien quand les présentations, tu vois, ont un thème, un truc qui se répète et tout. Et puis c'était l'occasion de progresser aussi un peu sur Midjourney, quoi. C'est sûr que là, ça ouvre le champ des possibles, c'est certain. Moi, c'est vrai que sur l'IA, je suis pas sceptique, je suis prudent, et honnêtement, si je ne m'y suis pas mis, c'est plus par manque de De temps temps. et de cas d'usage, vraiment à court terme. Mm. J'en ai pas le À mon besoin pour avis, l'instant, donc j'essaye pas. t'as pas de clients qui t'ont demandé déjà des choses en lien avec ça enfin, Non. à mon avis, ça va arriver, non? Enfin, Peut-être, peut-être. Mais pour l'instant, bah, j'ai mes clients existants et je fais des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Après, moi, c'est vrai que les menaces ou les points d'attention que je vois dès maintenant, c'est une tendance à faire sans comprendre. On demande à ChatGPT, on met un bout de code ou autre et on fait, et mince, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que ça, on en voit de plus en plus dans le Slack No Code France, des gens qui viennent, qui disent, ah, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a donné ça, qu'est-ce que je fais? Alors des fois, c'est des instructions qui ne marchent pas parce qu'on dit de cliquer sur un bouton qui n'existe pas. Des fois, c'est des bouts de code qui sont, on va dire, plus ou moins proches de la cible. Des fois, ça n'a vraiment rien à voir. Et c'est vrai que moi, notamment dans le domaine de la formation, si demain les gens qui sont formés sur un sujet, quel qu'il soit d'ailleurs, ont pour la moitié le réflexe de faire tout d'abord par ChatGPT, je me dis qu'on va avoir du mal à former des gens compétents.
c'est enfin, c'est un discours de vieux con, je sais pas, Ouais. mais Non, mais ça dépend du cadre qu'on met autour, tu vois. Enfin, c'est... il y a aussi... ça peut aussi aider à apprendre, tu vois, quelque part. Enfin, hum, c'est... complètement. Mais Mais oui, si ça devient systématique. Mais tu sais, je pense que c'est comme toujours, comme il y a eu avant et tout, tu vois. Enfin, même au début d'Internet, tu vois, les gens, ils allaient chercher les réponses, copier-coller les trucs de Wikipédia. T'as la personne qui a compris quel intérêt à apprendre, et puis t'as celui qui va céder à la facilité, tu vois. Enfin, on a toujours un peu, je pense, les deux. ça, Mais c'est sûr. La seule chose qui change, c'est que maintenant, il va même plus y avoir besoin de faire semblant pour certaines personnes qui peuvent, si elles peuvent, générer des dissertations ou autres avec. Mais je pense que ce qui va se développer, j'espère, en tout cas, je le souhaite, c'est qu'il y ait aussi quand même des moteurs. Il y en a déjà, hein, mais qui permettent de détecter, tu vois, les textes générés, tu vois. Parce qu'en fait, avant, c'était quand même assez facile de voir quelqu'un qui avait copié-collé Wikipédia, tu vois, pour un oui, truc. Tu prenais un bout de phrase, tu copiais-collais dans Google, et puis tu voyais tout de suite. Je sais que plein de profs faisaient ça. Je dirais même déjà, même à l'époque quand j'étais à la fac et tout. Euh, donc voilà, et là, s'il y a des outils qui permettent, bah voilà, c'est normal. C'est sûr qu'il y a des gens, bon, bah voilà, ils auront la tentation d'aller faire comme ça, se faciliter la vie. Mais si c'est pas possible, bah voilà, ils apprendront comme tout le monde, et puis voilà quoi. Enfin, on verra, tu vois. Je sais pas trop, tu vois, mais je sais pas. En même temps, c'est tellement tôt. Il va vraiment se passer des choses. Je pense qu'on a du mal à soupçonner. Et en même temps, peut-être que ça sera pas tant une révolution que ça, hein. Enfin, ouais, je sais pas, j'attends de voir. Qu'à terme, il y a pour moi un spectre peut-être le plus grand qui est la perte de compétences. Tu mentionnais, sur un sujet qui n'a rien à voir tout à l'heure, les centrales nucléaires. hmm. Il y a de gros soucis aujourd'hui, c'est que on a perdu en France des compétences pour la construction et même l'entretien de centrales nucléaires, parce que ça fait quelque temps qu'on n'en a pas vraiment construit. Et en fait, on se rend compte qu'on sait plus trop. Et c'est vrai que si une part toujours plus importante de personnes utilisent ces outils sans prendre le temps de maîtriser les compétences qui sont à la base, est-ce qu'on va pas aller au contraire enfin, donc il y a peut-être que je me trompe parce que le no-code, de mon point de vue, a plutôt eu l'effet inverse de oui, on laisse une technologie plus accessible à beaucoup de gens, mais en même temps, c'est aussi une porte d'entrée pour que beaucoup de personnes Mhm. s'intéressent à la technique et regardent le code, etc., alors qu'elles n'avaient jamais codé, elles l'auraient jamais fait sans. Euh, Après, si on prémâche beaucoup le travail, est-ce que cette tendance continuera ou est-ce qu'au contraire, on ira vers une diminution des personnes qui sont capables de faire les tâches qu'elles demandent à ChatGPT, indépendamment de... Ouais, moi, tu vois, je sais pas, tu vois, peut-être je suis un peu optimiste, mais je pense que la nature a horreur du vide, c'est un peu. Et en fait, c'est vrai aussi dans le cerveau des gens. C'est-à-dire que le temps que tu vas libérer à ne pas apprendre quelque chose parce que c'est ChatGPT qui va le faire à ta place, en fait, à mon avis, alors soit tu as deux choix, et ça, de toute façon, c'est déjà le cas aujourd'hui, c'était déjà le cas il y a 2 ans. Soit tu peux aller allumer la télé, regarder TF1 et laisser TF1 te remplir le cerveau, tu vois. Soit tu peux aller apprendre la guitare, tu peux aller apprendre une compétence, tu vois, tu peux apprendre à réparer ton évier. Et, et voilà, et je pense, je suis pas sûr que tu vois, ça fera que les Mmh. gens ils vont. Je pense que la télé à ce niveau-là a fait bien plus de mal et bien plus de dégâts, tu vois, en abrutissant les gens que ne le fera ChatGPT. Mais je peux me tromper, quoi. Peut-être. Je pense que de toute façon, à ce stade, ce sont surtout des conjectures. Enfin, c'est difficile de, de savoir Ouais. en avance. C'est ça qui est Juste, intéressant aussi, d'ailleurs, hein, je trouve. tu sais que la nature a horreur du vide, c'était quand même à la base utilisé pour défendre une théorie scientifique fumeuse. Non, je sais pas, j'avoue que j'utilise cette expression mais d'habitude plutôt pour des choses physiques, Me semble-t-il, c'était un scientifique du XVIIIe siècle, probablement, qui utilisait ça pour justifier que non, la matière ne pouvait pas être constituée d'atomes avec des protons, des neutrons séparés par du vide, etc. La nature a horreur du vide, c'est matériellement impossible.
Ouais, non, ah non, après, oui, oui, bah, de toute façon, on sait qu'il y a du vide qui existe. Ok, donc c'est vrai que moi, pour moi, c'est une image, en fait. Plutôt, j'ai jamais vraiment imaginé c'était une vraie théorie scientifique, mais c'est plus ce truc de se dire que, tu vois, chez toi, quand t'as plus rien, bah, en fait, très vite, tu vas remettre des conneries, tu vois, même si t'as fait le ménage, bah, en fait, ça va Mais, J'ai envie de dire, ok. c'est pas tant la nature qui a horreur du vide que la nature humaine, je pense. Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. Hein, j'irai me renseigner c'est intéressant. Bon, on a amplement dépassé. Ouais, je sais pas s'il y a encore des gens, mais merci aux gens qui sont Ah bah, encore, il y a qui sont encore, encore là, c'est très cool. il y a encore pas mal de gens. Oui, merci en tout cas à toutes et tous, hein, de nous avoir suivis, d'avoir participé beaucoup. On peut pas malheureusement prendre tous les commentaires, toutes les questions, mais on les a suivis et même si on les a pas tous cités, ça nourrissait aussi notre échange, nos réflexions. Pour conclure, je te laisse le mot de la fin sur le sujet, Alex. La question était: quel avenir pour le no-code? Vas-y, tu as 30 secondes pour dire quel est l'avenir du no-code. Aucune pression, bien entendu. Non, mais c'est franchement, en plus, je vais un peu botter en touche parce que c'est vrai que je pense que là, ce début d'année, ce qu'il nous a montré, c'est que l'avenir du no-code, il est pas mal remis en cause. Enfin, pas remis en cause, mais il est un peu. Toutes les roadmaps et tout ont été un peu bouleversées, tu vois, par ce truc de l'IA. Je pense que la roadmap de Notion, par exemple, a été vachement bouleversée à les choses. Et on en a pas mal parlé, tu vois, le product management, c'est important. Euh, Moi, j'espère, voilà, ce que je dirais, c'est que j'espère qu'une partie, en tout cas, de l'avenir du no-code est dans l'open source. Voilà, ça, c'est le truc qui me tiendrait un petit peu à cœur. J'espère que ça va se développer, que euh, certains outils vont un peu s'ouvrir, un peu plus encore, qu'il y aura peut-être des ponts entre les outils, et puis surtout bah, que des alternatives open source crédibles vont continuer à se développer ou à apparaître. Et voilà, et ça ne veut pas dire que j'utiliserai que celle-là, mais quand c'est possible et dans certains contextes, ça serait très, très agréable et très plaisant, quoi. C'est vrai que, effectivement, les événements de l'année nous ont fait prendre conscience que l'avenir du no-code n'était pas aussi tracé et prévisible avec cette belle courbe exponentielle que ce qu'on imaginait et qu'il y avait des Ouais. éléments qui allaient intervenir dans un sens ou dans l'autre. C'est vrai que j'ai un peu du mal, même si c'était le sujet du jour, tu vois, quelque part, à trop parler de l'avenir, parce qu'en fait, quand on a commencé Contournement en 2019, on pensait pas du tout que ça allait se passer comme ça s'est passé, tu vois, là aujourd'hui. Bon, enfin, évidemment, on n'avait pas anticipé le Covid, mais qui d'ailleurs a boosté l'adoption du no-code. Mais nous, on pensait, quand on a commencé, que très vite, en fait, ça allait justement, comme tu dis, tu vois, cette courbe en cross de hockey, comme on dit dans les startups, en fait, que voilà, les médias allaient se rendre compte que le no-code c'était génial et que tout le monde allait en parler, que ça allait s'emballer, que ça allait très vite. Et en fait, non, ça n'est jamais arrivé. Il y a eu un petit boost avec le Covid. Et en fait, c'est une courbe très linéaire comme ça d'adoption. Et puis des fois, il y a des petits trucs, il y a Notion qui va faire des pubs dans la rue, il y a des petits... On voit que ça bouge un petit peu, mais en fait, si on sort de notre petite bulle, en vrai, encore personne ne connaît les outils qu'on utilise, personne ne connaît le monocode, et donc c'est très linéaire, tu vois, et à la fois c'est bien, ça fait qu'on est toujours bien dans cette communauté qui a toujours pas été trop pervertie. Alors on a quelques vendeurs de tapis qui sont arrivés, mais on sait quand même, je trouve, et c'est cool en fait, du coup on a le temps de construire ce mouvement, c'est ça qui me plaît. Et puis on verra plus tard pour devenir riche très vite, comme les start-upers. Mais c'est vrai qu'on a un peu encore toutes et tous ce souci pour répondre à la question, au fait, tu fais quoi dans la vie? On n'en est pas encore à dire, je suis développeur en code. Ah ouais, évidemment. C'est- Ah ouais, C'est-à-dire. ouais, c'est clair, c'est clair. Les outils, tu vois. Moi, je sais que maintenant, en général, je dis Notion. C'est celui où j'ai le plus une chance que la personne connaisse. Et Ouais. encore, c'est quand même assez rare. Si la personne n'est pas un peu dans le monde de la tech ou des startups, C'est vrai que un peu dans Notion a les une assos, ça portée. commence aussi. Mais ouais, c'est un petit peu Airtable aussi. Bon, après, je dis ça par mon prisme. Un petit peu Bubble, évidemment, mais dans- pour les gens un peu qui sont Je pense entrepreneurs que et tout. Mais Airtable et Bubble, c'est encore moins. ouais. Et alors après, les Par rapport à autres qu'on Notion, ouais. utilise au quotidien, bon, bah, personne connaît, quoi. Donc voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tant que ça monte et puis qu'il y a des gens, on le voit hein, à chaque meet-up, tu le vois hein, chaque semaine, hein, enfin chaque mois en tout cas, des nouvelles personnes qui arrivent, qui nous découvrent, qui viennent, plein d'enthousiasme. Il y a des gens qui viennent dans l'association, qui portent des sujets, etc. Donc c'est cool, au moins ça reste gérable, je trouve, ça reste humain en tout cas. Enfin, et puis voilà, c'est chouette. J'espère que ça continue comme ça. J'espère juste, voilà, ça va devenir un petit peu plus répandu pour que ça nous simplifie un petit peu la vie à tous. Mm. Voilà. Comme tu dis, il y a pas mal de freelance, tu vois. T'en fais partie, vous vous êtes lancé il y a déjà quelques temps, donc vous n'avez pas trop de mal à trouver du travail et tout.
il y a des gens qui qui se sont formés maintenant, où là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et donc, ça aidera tout le monde si ces outils, voilà, deviennent un petit peu plus présents dans les boîtes et tout. Mais bon, on voit que ça le fait, mais Et de toute ça prend du façon, temps. je veux dire, on pousse tous dans la même direction. Les freelances qui vont prospecter les clients qui ne connaissent pas forcément le no-code font aussi leur niveau de l'évangélisation. Bon, la plupart du temps, ça marche pas, c'est normal, mais des fois, les clients disent on peut faire ça avec ces outils pour ces budgets. Ça m'intéresse et petit à petit, on fait Ouais. effectivement grandir le mouvement, la communauté. Pour les personnes éventuellement qui nous découvrent par ce live, j'en profite pour dire que la communauté, c'est principalement un Slack, le Slack NoCode France, donc slack.nocode-france.fr. Donc vous pouvez nous rejoindre ici, et c'est également une association, l'association NoCode France, qui gère un peu tout ça, à laquelle vous pouvez adhérer pour soutenir toutes les actions que l'on mène. Merci beaucoup, en tout cas, Alex, pour l'échange. C'était aussi passionnant que ce à quoi je m'attendais. Cool. Je n'en doutais pas une seule seconde. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et d'avoir participé encore une fois. Est-ce que toi, tu as une actualité à partager, où est-ce qu'on peut te suivre, etc. Bah écoute, j'en ai pas mal parlé déjà, ce cahier de vacances là, dont je suis assez content parce que ça m'a permis de me replonger un petit peu dans tous ces sujets et de commencer à organiser un petit peu, je veux dire, une vision, tu vois, autour de un peu l'IA, le no-code, la productivité, la méthodo, tout ça. C'est un sujet qu'on va un peu développer, notamment la méthodo, le cadrage des projets, tout ça. C'est un truc, je trouve, qui manque encore un peu, même si plusieurs personnes portent ce sujet-là maintenant dans la communauté no-code. Mais voilà, comment assembler tout ça pour faire des choses qui sont cohérentes, qui ont du sens. Et donc voilà, ce cahier de vacances, c'est un format un peu plus léger, mais qui va un peu dans cette direction. Donc voilà, et puis sinon, moi je suis... le meilleur endroit pour me contacter, c'est sur le Slack, évidemment. Sur LinkedIn aussi, vous pouvez m'ajouter. Je l'ai déjà dit plusieurs fois publiquement, j'ai une automatisation qui accepte tout le monde de toute façon sur LinkedIn, donc n'hésitez pas. Voilà, j'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, c'est plutôt sur le Slack, et puis je vous invite tous et toutes, comme disait Pierre, à rejoindre l'association et venir contribuer s'il y a des sujets qui vous ont parlé. Il y a des guildes qui correspondent à plein de sujets. On a beaucoup parlé de l'open source, mais il y a plein. Le sujet de la professionnalisation est hyper important, et c'est un des sujets qui est le plus porté d'ailleurs. Donc voilà, venez au meet-up, venez, si vous êtes à Paris, venez ce soir nous rencontrer, on pourra boire un verre ensemble, avec grand plaisir. Ce soir, donc mercredi 5 juillet, au Digital Village à partir de 19h. Donc c'est le meet-up mensuel de No Code France. D'ailleurs, en parlant de LinkedIn, j'ai découvert qu'on avait 331 relations en commun. C'est beaucoup. C'est vrai, c'est beaucoup, mais pas tant que ça. Quand on considère qu'il y a 10 000 personnes dans Slack, on pourrait avoir 10 000. Exactement, je pense que... Exactement. Merci encore, Alex, pour ta participation. Merci à toi pour l'animation. On se disait en préparation, on va pas faire 2 heures non plus. Non, on n'a pas fait 2 heures, on a fait 1h55. Merci à tous et toutes. On se retrouve ce soir pour le Meetup No Code France si vous êtes sur Paris et disponible. Le mois prochain, ce sera le mois d'août. Pas d'émission, je suis en vacances. Mais on reprend en septembre. Alors j'aurai le plaisir de recevoir Lorraine Vatrelot le mercredi 6 septembre à 13h autour de la question comment tirer parti du no-code en entreprise. J'ai fait beaucoup de sujets qui s'adressaient aux freelances, etc. Là, on va s'adresser en particulier aux employés, aux chefs d'entreprise. On parlera de déploiement, d'organisation, de bénéfices des outils no-code dans l'entreprise, mais aussi des limites, des mises en garde, des choses à savoir avant de franchir le pas. Des choses, aujourd'hui, on a parlé de considérations philosophiques ou prospectives. En septembre, on parlera de choses beaucoup plus opérationnelles. Quelle organisation, ou pour parler comme une DSI, quelle gouvernance mettre en place, etc. Qu'est-ce qu'il faut, quels sont les pièges à éviter. Donc notez bien le 6 septembre à 13h dans votre agenda. D'ici là, prenez soin de vous, no-codez bien. Je vous souhaite un très, très bel été. Et encore une fois, merci Alex, merci à toutes et tous sur Twitch et sur LinkedIn, et à très très vite. Salut.